Bonjour à tous et bienvenue sur cet atelier magique qui va être fort pertinent, certainement le plus pertinent de tout le colloque. Pour ma part, je suis Carole Bernardi et je représente la Chambre des métiers et de l'artisanat et son dispositif pilote, Rénover Plus, qui s'adresse donc aux entreprises et à tous les professionnels en fait, du bâtiment qui font acte de construction raisonnable et raisonné. Donc je vais faire bref puisqu'on a un petit peu de retard. Nous avons à notre disposition un centre magique qui est le centre Alvéobat à Sainte-Tulle, sur lequel sont distillées des formations et de l'information pour sensibiliser tous les professionnels en fait, au développement de leurs entreprises, en les incitant à construire mieux. 1, 2. Donc nous distillons quatre modules. Mesdames, Messieurs, les ateliers débutent. On vous invite à rejoindre les salles qui vous concernent. Donc rappel, salle Rome Shanghai, atelier 1, le bâtiment et le végétal, salle Océanie, atelier 2, bâtiment public durable. Et dans la salle Delhi Cancun, l'atelier 3, le rafraîchissement low-tech. Voilà, les ateliers débutent, donc ne tardez pas. C'est hyper motivant de voir que vous êtes aussi peu nombreux. Bon, on va commencer par se présenter, Bijan. Bijan Azmayesh, architecte dans le Vaucluse, assez spécialisé sur les matériaux biosourcés. Donc Robert Seller, ingénieur et aussi enseignant à l'École nationale supérieure de Montpellier. Sur la plaquette, il y a écrit INSA Montpellier, c'est pas INSA Montpellier, c'est ENSA Montpellier. Plusieurs choses en introduction. Un point logistique. Alors évidemment, vous n'êtes pas très nombreux, mais si on est trop long, on n'aura pas le temps de beaucoup de questions. Et comme vous aurez beaucoup de questions, Ilana est là pour les collecter par écrit. Et puis, on pourra aussi envisager une causerie pendant la petite pause déjeuner, si vous avez des questions ou si vous êtes trop timide pour les poser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'aurais voulu, aujourd'hui, en ce 4 juillet, ce soir, si vous écoutez l'hymne américain, donc écoutez la version de Jimi Hendrix, que cette journée soit dédiée à Kamala Harris, dont on espère qu'elle va battre Donald Trump aux prochaines élections, parce que sinon, effectivement, la planète en reprend pour 4 ans de politique, de non-politique en faveur du durable. Donc c'est vraiment important. Donc, voilà. Aujourd'hui, moi, je veux juste dire que je suis hyper heureux à 50 titres d'être ici pour co-animer avec mon ami Bijan, donc le tandem architecte-ingénieur, qui est essentiel par rapport au sujet dont on va parler. D'abord parce que le sujet est essentiel et important, et aussi parce que c'est un plaisir pour moi d'introduire des gens que je connais déjà et qui sont à l'œuvre sur le sujet des bâtiments durables et des bâtiments exemplaires, là en l'occurrence bâtiments publics, mais pas que, depuis un certain temps. Donc on les présentera au fur et à mesure. Et puis en guise d'introduction aussi, j'ai oublié de dire qu'en plus d'une dédication à Kamala Harris aux États-Unis, cette séance est aussi dédiée à mes étudiants de l'École d'architecture de Montpellier qui en ce moment sont en train de faire leur projet de fin d'études et moi je suis là sur une scène au lieu de les soutenir. Voilà pour l'introduction. Donc je m'appelle Robert Seller, vous le savez. Alors, une petite intro rapide de quelques diapos sur le sujet pour essayer de un petit peu dézoomer par rapport au nez dans le guidon qu'on a souvent sur des thèmes techniques. Et puis ensuite, la parole sera à ce que vous êtes venus entendre, c'est-à-dire les architectes qui vont présenter leur projet en équipe, parfois avec leurs ingénieurs bureau d'études. Les diapos, qu'est-ce qu'il y a? C'est nous? C'est là. Donc, vous l'avez vécu en ce moment, on a traversé une période que j'arrive pas à prononcer ce que j'ai écrit, mais de cacophonie caniculaire ou de syndrome de la canicule, etc. Et je vous avoue personnellement que ça m'exaspère terriblement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est en train de payer les résultats de ce qu'on fait depuis quelques générations. L'épiphénomène de plus en plus récurrent, vous le savez, et on se plaint, on pleure, il faut la clim partout, les gens se mettent en grève, etc.
On verra qu'il y a d'autres solutions, mais je trouve que c'est un aveuglement absolument horrible et franco-français, très, très hexagono-centré, de se plaindre de ce dont on est responsable. Le deuxième constat par rapport à ça, c'est qu'on est extrêmement nombriliste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui même, là, ça c'est une photo thermique qui est faite à midi, alors évidemment à midi c'est la même heure, sur toute la même longitude, au même moment où il nous faisait 44, 43 degrés, 45, il y avait énormément de pays d'Afrique, et il y avait aussi, d'ailleurs, alors que c'était encore le matin, là-bas, en Inde, des gens qui avaient 48, 52, 55, etc. Uri Joy est dans la salle, un ancien étudiant indien qui peut en témoigner. Donc, on a chez nous de l'eau robinet, de l'électricité dans la prise, les moyens parfois d'acheter un ventilateur, et on se plaint parce qu'il fait chaud alors que c'est notre faute. Donc je trouve que c'est à la fois peu solidaire en termes de solidarité climatique, parce qu'évidemment, tous ces gens-là, ils ont commencé à payer alors que dans la campagne du Burkina Faso, j'ai vu des écoles où les enfants, avec le sourire, étudiaient à 55 degrés. La question pour eux, c'était pas clim ou pas clim, c'était de toute façon, on n'a pas l'électricité. Donc voilà, c'est une deuxième introduction, un peu énervée par rapport à ce sujet-là. Sachant que le réchauffement climatique, chez nous, il a des conséquences, il fait chaud, il fait un peu chaud, il fait trop chaud, etc. On sort, on se met en bombe un coup, et quand on va dans certains pays, ça c'est une photo prise au Cap-Vert, le résultat du réchauffement climatique, ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui n'ont plus d'eau, et là, les dames attendaient 2 fois par jour à remplir leur bidon d'eau de 10 litres, vous voyez un peu où on en est au niveau des besoins de base de l'humanité, dès qu'on dézoome un petit peu notre regard par rapport à cette situation de canicule. Donc j'ai envie de dire, vive la canicule. Ça ne fait que commencer, vous le savez, les courbes du GIEC, on se demande si c'est 3 degrés, 4 degrés, 5 degrés, etc. Sachant que ce phénomène, évidemment, de réchauffement climatique, vous le savez, vient s'additionner au phénomène d'ICU, au phénomène d'îlot de chaleur urbain. Donc l'équation est totalement additionnelle, la température monte globalement. Ça, il faudra quand même certainement un siècle ou plus, même si on est bon, même si Trump ne gagne pas les élections, et même si Bolsonaro est déboulé la prochaine fois, etc. Alors que le réchauffement global, l'ICU, il y a des réponses, on l'a vu, des réponses urbaines, des réponses végétales, des réponses architecturales, pour arriver à le juguler. Donc on peut dire, mais enfin, si on prend plus de degrés au global et qu'on prend moins de degrés au niveau de l'ICU, on peut essayer peut-être de jouer neutre. Voilà. Les conséquences, vous les connaissez. Voilà, c'est la fameuse équation réchauffement global égale réchauffement local égale réchauffement global plus îlot de chaleur urbain. Et puis après, il y a une fonction ici qui se rajoute, qui est une fonction, disons, qui varie avec le temps, mais qui est croissante, qui est l'épiphénomène du réchauffement excusez-moi, je suis un petit peu troublé, de la heat wave, de la vague de chaleur. Voilà, excusez-moi. Donc en fait, il y a des moments où effectivement on se retrouve avec la tendance aujourd'hui qu'on commence à vivre, et on est à plus de 1 degré par rapport à il y a une vingtaine d'années, plus le réchauffement urbain. Alors le réchauffement urbain, on n'en parle pas spécifiquement aujourd'hui, mais à Houston, c'est 5 ou 6 degrés en moyenne. Ici, à Montpellier, parce que je bosse à Montpellier, c'est 2,6 degrés rue d'Assas versus l'aéroport, donc c'est déjà plusieurs degrés. Mais à certains moments, avec les conjonctions de phénomènes forte inertie urbaine, peu de vent, et évidemment en zone totalement minérale, 7, 8, 9 degrés en situation de pointe. Est-ce que la clim est une réponse ? Donc c'est souvent ce qu'on voit de manière de plus en plus totalitaire comme étant la réponse. Donc la climatisation, il fait chaud, un peu comme si on était tous des bières à refroidir, et donc on fout ça au frigo, etc. Ça s'appelle une climatisation. Alors derrière ces climatiseurs, il y a beaucoup de choses. Il y en a un certain nombre dont on est conscient. Il y a des fluides frigorigènes. Depuis le protocole de Montréal, on a réussi à peu près à avoir des fluides, pas partout et dans le monde. Selon où on se bat, on trouve encore du R22 ou des horreurs. Donc à ODP, c'est-à-dire au potentiel de destruction de la couche d'ozone qui sont nuls. Néanmoins, vous savez que tous ces fluides-là ont des GWP, des Global Warming Potential, des PRG, potentiel de réchauffement global, colossaux, de plusieurs centaines de fois ceux du CO2. Et les fluides frigorigènes, évidemment, ils ne sont pas tous récupérés. Bon, vous voyez ce que ça donne au niveau architectural, c'est pas forcément top. Il y a aussi, et ça on le sait un peu moins, derrière tous ces climatiseurs, des personnes, souvent des enfants ou des femmes, qui travaillent pour $1,50 par jour, à assembler tous ces équipements-là, d'accord ? Alors qu'a priori, si on remplace un climatiseur par ce qu'on appelle dans le vocabulaire le néga-climatiseur, sur la logique négawatt, par un arbre ou par un système
beaucoup plus low-tech, eh bien, évidemment, il n'y a pas les mêmes conséquences sociales, humaines. Donc c'est vraiment important. On reste sur la diapo, juste finir. Voilà. Vous voyez qu'évidemment, sur l'architecture, il y a deux versions d'intégration architecturale. Ici, ça c'est Marseille, et ça, je ne sais plus où c'est parce que c'est une étudiante qui m'a donné ce diapo. Donc voilà, ça c'était... donc quelle est la question finalement? La question, c'est le confort d'été. Diapo, s'il te plaît. Le confort d'été, alors là, pour parler aux spécialistes, il n'y a pas trop de graphes. Bon, la première question à se poser, c'est est-ce que finalement, est-ce qu'on est vraiment en enfer quand on a 35-40 degrés? Ou est-ce que l'enfer commence au-delà de la zone Ashrae? Donc moi, je passe mon temps à l'école d'archi à défoncer le concept de zone de confort Ashrae. C'est-à-dire que le confort américain, tiens, parle-en, c'est qu'en dessous de 21 degrés, c'est le pôle nord ou le pôle sud, on se gèle, et au-delà de 24 degrés, on suffoque. Donc est-ce qu'il est possible de vivre heureux et bien heureux dans le cas d'un confort global au-delà de 25, 30 ou 35 degrés? À mon avis, oui, ça dépend, il faut adapter l'activité. Et puis travailler, ça a été bien dit tout à l'heure et c'était magnifique, sur les autres stimulations sensorielles, parce que 35 degrés avec des copains en train de boire un coup, en entendant les oiseaux, le bruit de la mer, etc., c'est pas pareil que le long de l'autoroute. Et même, d'ailleurs, on s'apercevra qu'on a plus chaud à 28, avec toutes ces nuisances acoustiques, olfactives, etc., qu'à 32 dans une ambiance globale. Donc ça s'appelle le confort global. Et pareil de l'autre côté. Alors tout ça pour dire que l'architecte qui est bon, diapo d'avant, l'architecte qui est bon, lui, vous le voyez ici, ça c'est des situations, disons, Marseille normales. Non seulement il est capable d'abaisser la température dans ses bâtiments parce qu'il a usé des deux stratagèmes, les trois stratagèmes essentiels du confort d'été, c'est-à-dire la protection solaire, Corbu, la ventilation prouvée, c'est des exemples de référence. Éventuellement l'inertie du bâtiment qui est essentielle, c'est la troisième composante invisible qu'on enseigne, et il arrivera du coup à faire en sorte que finalement l'excès de chaleur qu'on a ici, eh bien, il soit compensé par une ventilation nocturne et qui nous permet de stocker la fraîcheur. En d'autres termes, c'est faisable à condition qu'on n'ait pas l'ennemi numéro 1 du bioclimatisme architectural, c'est-à-dire les apports de chaleur interne. Évidemment, quand vous avez une salle où il y a 250 ordinateurs, c'est extrêmement difficile d'éviter dans certaines la climatisation. Mais dans 90% des cas recensés, on peut éviter cette solution-là. Donc, il existe des réponses architecturales, on va voir les réponses envisageables, et donc le bonheur existe en dehors de la zone de confort. Diapo suivante. Il existe des réponses aussi adaptatives. Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, avec Gabrielle Rénal, ici présente, on avait, pour éviter la climatisation, je les cite, pour la communauté de communes du Pays d'Aubagne, envisagé de dire à partir de telle température, plutôt que d'installer la clim, ça nous coûtait extrêmement cher, plutôt virer la clim qui existait, on récupérait des locaux, etc., et on décrétait, y compris avec l'appui syndical, qu'à partir de 30 degrés dans les bureaux, on irait faire la pétanque. Et donc c'est vrai que la notion de triathlon marseillais, je ne sais pas si vous connaissez, sieste, pétanque, apéro, est une réponse au réchauffement climatique qui nous semble extrêmement intéressante, donc avec une adaptation métabolique, parce que là, évidemment, comme on ne dégage que 50 watts, on ne se réchauffe pas soi-même, et donc on est extrêmement confortable, a fortiori si on a une petite ventilation naturelle, dans des températures élevées. Diapo suivante. Voilà, donc, et pour finir, parce que c'est le sujet quand même que je suis chargé d'introduire, et que Bijan va compléter avec son approche, avec sa vision de franco-iranien, avec des réponses extraordinaires, la réponse du végétal. Ça a été dit tout à l'heure, ça a été rappelé. Un arbre, c'est 1 million de choses, versus un climatiseur, qui est simplement une technologie qu'il est difficile de trouver positive, quel que soit l'angle sur lequel on regarde. L'efficacité des arbres en milieu urbain, elle est quantifiée ici thermiquement, mais il n'y a pas qu'une quantification thermique, il n'y a pas que le stockage de CO2, il n'y a pas que les qualités paysagères, il y a aussi, par exemple, la dimension biodiversifiante, parce que l'arbre, c'est à la base le premier support de biodiversité. Donc, avec des réponses ici, j'ai volontairement mis cette diapo ici en clin d'œil à mon étudiant Charlie qui est dans la salle. C'est un travail fait par les fabuleux architectes réunionnais qui s'appelle Michel Reynaud, que certains ont vu ici il y a 1 an ou il y a 2 ans, et Antoine Perrault, qui travaille à l'échelle de l'îlot. Ça permet de végétaliser et finalement de pouvoir créer du confort thermique par ventilation, parce qu'on a éloigné l'ennemi numéro 1 de la ventilation naturelle, qui est le bruit. The floor is yours. Bon, donc je rebondis sur cette fameuse image que tout le monde connaît maintenant et l'impact de ce que disait Ernst tout à l'heure sur le végétal dans la vie, quoi.
Et donc, on a parlé de l'Inde, on a parlé de la photo, la map monde, là, et puis ces degrés qu'on a vus, qui en fait, moi, en tant qu'Iranien, le vit au quotidien et l'ai vécu au quotidien. Donc, c'est-à-dire que cette vie à 21, 24 degrés toute l'année, déconnecté du vivant, du sensible, de qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais là, il fait froid, c'est l'hiver, c'est l'été, peut interroger. Et donc l'idée maintenant, c'est de se dire, l'été, on a chaud, et l'hiver, on a froid, et on essaie de se rapprocher de ça, de la base même, je pense, du temps qui passe. Mais ça ne veut pas dire mourir non plus de chaud, et donc c'est-à-dire aller chercher des éléments comme ça. Donc là, on a mis l'accent sur le végétal et la présence de l'eau. Là, je vous fais un petit topo sur un pays chaud qui est l'Iran. Un pays semi-désertique où il y a peu d'eau, mais quand il y a un peu d'eau, on essaie de le valoriser dans des espaces maîtrisés et contrôlés pour amener de la fraîcheur, pas partout, mais là où on va la chercher, ou là où on en a besoin pour se rafraîchir dans un cheminement urbain qu'on verra maîtrisé dans les villes désertiques. Voilà, c'est-à-dire on se crée des passages couverts, on se crée des passages étroits, on a des passages parfois avec des grandes ouvertures pour à un moment faire effet d'aspiration et aspirer la chaleur accumulée, faire des cheminées, ne pas oublier la lumière, et puis voilà, il y a toute cette histoire de d'effusivité, diffusivité, d'inertie, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a des rues où on a envie de traverser en courant, quoi, parce que c'est pas la chaleur du climat ou de l'ambiance de la saison qui nous gêne, mais c'est ce qu'on ressent dans ce couloir rayonnant par le sol, par le haut, enfin tout le temps, c'est ça qui nous fait fuir en fait. Et donc, pour dire que voilà, de la rue, il y a une maîtrise aussi de la promenade. Je suis venu là, en fait j'allais dire à Robert, moi je viens faire une petite promenade là, ça va être rapide, mais je vous entraîne avec moi, c'est-à-dire que de l'extérieur vers l'intérieur, il y a des séquences et il y a des ambiances. Et petit à petit, on habitue le corps à une modification de température et une adaptation de ressentir la transpiration. Paf, on arrive, piscine, petit bruit d'eau. On parlait du ressenti de l'oreille au bord de l'autoroute ou à côté du pastis. On n'a pas le même ressenti. Assis dans un jardin comme ça, là c'est à Yazd, c'est-à-dire là l'été c'est 50 degrés. Quoi, hein. Donc une fois qu'on a passé dans la ruelle à l'ombre, qu'on a passé un porche en chicane, on arrive dans cette cour intérieure, le végétal, le bruit de l'eau, les oiseaux, déjà on a perdu 10 degrés. Quoi, hein. Mais dans le ressenti, hein. Je parle aussi de l'effet du ressenti, même si physiquement c'est le cas. Et ensuite, dans les périodes très chaudes, en effet, il y a des espaces aménagés qui permettent de s'extraire un petit peu et de souffler. Donc vous voyez, il y a quand même une pièce aménagée à des profondeurs assez conséquentes, où on peut encore retrouver de l'eau. Il y a des systèmes d'irrigation en profondeur qui circulent partout dans les déserts. Donc ici, on a la nappe phréatique. Mais on pourrait jouer là-dessus simplement pour amener un peu de confort dans une pièce, pas dans 150 mètres carrés d'habitation, tout pareil, toute température. Non, peut-être que l'été, à un moment, il va falloir se restreindre, se mettre dans un coin de l'habitat et dire, bon, là, on accepte de refroidir avec des systèmes intelligents. Mais ce n'est pas toute la baraque, toute la journée, 24 heures, où on rentre le soir, on veut avoir 23 degrés. Quoi. Voilà. C'est se rendre mobile, hein. C'est se rendre, se reconnecter un petit peu au vivant qu'on est. Et ça se voit aussi dans des pièces collectives. Quoi. C'est-à-dire, ce n'est pas juste le petit salon que vous avez vu à moins 5 mètres, mais aussi sous des grands bâtiments où, collectivement, on peut se retrouver pour des réunions le soir, pour quoi que ce soit. Et ces grandes salles, elles, peuvent être ventilées par des systèmes naturels qui sont des capteurs d'air, les Bodgear, qui sont des systèmes ingénieux qui canalisent les courants d'air chaud, mais qui sont récupérés et qui sont souvent conduits sur des nappes d'eau, sur des réservoirs d'eau, et qui amènent de la fraîcheur. Même s'il y a 150 personnes en bas, on n'a pas ce sentiment d'étouffer à 45 degrés dans une pièce. Voilà, un peu le système. Ce que je vous disais, courant d'air, on récupère une partie de l'eau, de l'air qui se rafraîchit sur un cours d'eau.
et effet cheminée où on récupère la chaleur dans l'autre sens. Et donc, oui, voilà. C'est pas le même gabarit qu'une clim, ouais, vous voyez là, en bas à gauche, mais quelque part, c'est des systèmes à adapter aujourd'hui. Voilà ce qu'on peut retrouver maintenant dans les réflexions revisitées de ces fameuses tours avant et qui permettent réellement, alors je ne sais pas si tu veux dire un mot là-dessus. Donc ça c'est Norman Foster qui a investi cette technique-là. Évidemment, il a mis un peu de middle tech, puisqu'ici il brumise, plutôt que d'avoir un bassin en bas, il brumise et on est dans les rues de Masdar. Dans le désert à côté, il fait 60 degrés, on est là, il fait 40 degrés, et on est vachement heureux, parce qu'on a 40 degrés, un petit peu plus d'humidité, on est plus dans la zone de confort. Voilà, donc puis simplement pour dire en conclusion que tout ça, c'est pas évident, donc c'est vraiment un travail de résilience, de résistance avec quelques héros, et aussi beaucoup de travail collectif ici. Vous voyez, c'est un bâtiment bioclimatique fait en Guadeloupe où tout le monde est réuni, y compris la maîtrise d'usage. Merci de votre attention introductive. C'est important de savoir dézoomer, de partir de Marseille, de partir de la région. Donc j'ai oublié de dire en introduction, je suis très heureux d'être là parce qu'Envirobat BDM est une belle association où on travaille ensemble, on ne se prend pas trop la tête, des fois on s'engueule, et c'est assez sympa de voir qu'on n'est pas dans le domaine des stars, et c'est vraiment sympa. Et c'est aussi extrêmement sympa d'introduire donc le premier, enfin le deuxième, nous on était les 0e, donc le premier orateur de cette journée, donc il s'appelle Jean-Luc Loriol. Il est architecte à Montpellier, donc il pilote une agence qui s'appelle l'agence Traverse. Et on a une longue histoire d'amitié, parce que c'est grâce à lui, ou à cause de lui, je ne sais pas comment le dire, que je me suis retrouvé un jour embringué dans l'histoire du transmettre à l'École nationale supérieure d'architecture de Montpellier. Il va présenter un bâtiment qui est la réhabilitation, la première tranche de la réhabilitation de l'hôpital Hoche à Nîmes. C'est important de dire, il est hyper modeste, sinon il ne vous le dira pas, que ce projet-là a été nominé, malheureusement il n'a pas gagné, mais nominé à l'écart d'argent l'année dernière, il y a 2 ans. Voilà, et Jean-Luc, la parole est à toi, maintenant je ferme ma gueule. Ouais, peut-être tu parles là-bas. Ilana, c'est bon, il parle là-bas. Allez, c'est parti. Notez vos questions et on essaiera d'avoir un quart d'heure à la fin, on y arrivera même. Bonjour. Les diapos. Bon, ma modestie souffre un peu, je deviens tout rouge, mais bon, ça me fait rebondir quand Robert dit ça sur le fait que, assez curieusement, ce projet qui a été un tout petit peu publié et puis qui a été un peu honoré, l'a été uniquement pour des questions de forme. Alors que j'essaye de vendre partout, de raconter à tout le monde que l'argument du projet, il est bioclimatique. Moi, mon travail, ce qui m'intéresse, c'est de fabriquer du bien-être, du confort pour les gens. En gros, là, en l'occurrence, l'idée, c'est comment faire pour que la communauté universitaire soit dans un endroit propice, on va dire. Non seulement sur le plan formel, mais aussi sur le plan des ambiances, donc sur le plan de tous les conforts, que sont le confort thermique, le confort acoustique. Donc on a travaillé sur toutes ces questions-là. Ce sont les arguments du projet, mais bizarrement, la critique, entre guillemets, ne retient que la forme. C'est, je crois, assez significatif d'un certain nombre de problèmes de notre époque, de contresens aussi, me semble-t-il, qu'on rencontre souvent sur les concours d'ailleurs, où ce travail est assez peu compris parce qu'il est assez peu visible. Et voilà. Donc tout ça pour dire que, a priori, moi, mon idée, c'est que l'avenir de l'architecture bioclimatique, c'est l'architecture, c'est-à-dire les fondamentaux de l'architecture, les proportions, les lignes. Ernst, dont j'ai oublié le nom de famille, nous a fait nous a montré à quel point la section d'or se retrouve partout dans la nature, mais je pense que dans l'architecture aussi, fondamentalement, on fait ce travail sur la mise en forme, sur la mise en proportion et tout ça. Et que ce travail, encore une fois, sur les fondamentaux de l'architecture, il doit se doubler aujourd'hui d'une culture constructive architecturale qui a un peu disparu, parce que quand même, ce qui se passe beaucoup, c'est que les architectes dessinent
des formes et des espaces, et puis il confie à des bureaux d'études le soin de fabriquer le confort dont je parlais tout à l'heure, ce qui, à mon avis, est la solution qu'il ne faut pas adopter, enfin la solution inverse. Ça ne veut pas dire que je rejette les ingénieurs, bien sûr, pas du tout, au contraire même, mais que je pense que les architectes doivent s'approprier la dimension qualitative de ce qu'ils veulent faire, en particulier en termes d'ambiance. Donc voilà, alors moi je vous propose ce bâtiment qui est un bâtiment en réhabilitation, c'est un des sujets majeurs de notre époque. Alors les anciens hospices de Nîmes, c'était en piètre état comme vous le voyez. Il y avait eu des ajouts un peu malencontreux au cours du XXe siècle, ces bâtiments qui datent du milieu du XIXe, très bien construits, enfin comme on le faisait à l'époque, avec une typologie très simple. Voilà ce que c'était. Alors là, quand on l'a pris, j'ai pas la photo, mais la chapelle avait été surélevée de 2 niveaux de bureaux, le dôme a été coupé, enfin bon, bref. Voilà. Alors, nous, notre projet, c'est un projet qu'on avait rendu en maquette. Hein. Notre projet a consisté à restaurer cette typologie hospitalière, qui est une typologie assez neutre et assez fantastique, parce qu'elle se prête à un recyclage spatial très varié, quoi. Moi, je pense toujours que quand on parle de recyclage, il y a le recyclage spatial en premier lieu. Souvent, on recycle les matériaux quand on casse, mais quand on peut récupérer l'architecture, c'est mieux. Et là, ces typologies-là, elles se prêtent à plein de choses. On peut faire... Il y avait... alors ça, c'est ce qu'on a fait, mais initialement, il n'y a pas de... Initialement, dans les ailes, là, il y a une circulation centrale et 2 chambres de part et d'autre de la circulation centrale. Et donc là, en le transformant, on remet des coursives sur les coursives qui existaient au rez-de-chaussée et on redistribue tout l'immeuble, enfin bref, en renvoyant les circulations verticales sur les façades de la cour, comme ceci. Façade escalier qui, au départ, occupent les angles du bâtiment et prennent une très grande place, hein, ces escaliers monumentaux à l'époque où la composition architecturale nécessitait des escaliers monumentaux. Donc on le réinterprète de manière moderne avec tous ces escaliers, un grand jeu de portique comme ça, une espèce de grand péristyle qui fait le tour de la cour. Alors c'est un thème que j'aime bien, les escaliers, au cas où vous ne l'auriez pas compris. Mais bon, voilà. Et ce que ça donne. Alors je passe assez rapidement pour vous dire que... voilà, alors là, on parlait tout à l'heure d'eau. On a, ce que vous voyez en noir, ce sont les descentes d'eau qui sont rejetées à l'extérieur et qui sont récupérées au centre des cours, là. Il y avait, on n'a rien inventé, il y avait des grandes citernes dont on a récupéré une partie parce qu'elles étaient tellement importantes qu'on n'a pas tout récupéré. Voilà, alors, ça, hop, alors, il y avait une coursive qui existait au rez-de-chaussée et on l'a surélevée pour distribuer l'ensemble du bâtiment. Alors, la difficulté sur un bâtiment ayant une certaine valeur patrimoniale, alors ce bâtiment, je vous le dis tout de suite, il n'est pas classé, il n'est même pas inscrit, mais il y a eu une négociation un peu au couteau entre le rectorat, la DRAC, on a travaillé main dans la main avec les services de la DRAC du Gard. J'étais, moi, associé sur cette affaire-là avec un architecte du patrimoine qui s'appelle Alain Vernet. Et grosso modo, c'est où on faisait un projet qui leur allait bien, où ils classaient tout et puis ils pliaient l'affaire. Donc c'est quand même le fruit de négociations et de compromis incessants, mais dans le bon sens du terme. Alors, des bâtiments comme ça, sur leur façade extérieure, en général, il y a une modénature de l'époque qu'il est impossible, en gros, de toucher. Enfin, du moins, on n'a pas la solution. Enfin, moi, du moins, je ne l'ai pas, pour essayer d'isoler ce bâtiment par l'extérieur. Donc, côté façade extérieure, le bâtiment est isolé à l'intérieur. Par contre, sur toutes les cours intérieures qui, comme vous l'avez vu, étaient en piètre état, on a redoublé toutes les façades avec un bardage en béton et on a tout réisolé par l'intérieur. Et on obtient ainsi, évidemment, on valorise, on optimise le travail de l'inertie et des cailloux là-dedans, puisque, on va le voir, alors, voilà un détail sur les menuiseries. Alors, on voit que les murs sur le plan en haut,
les murs sont des murs standards, ils ont 50 cm d'épaisseur, mais en y mettant, je crois, 16 cm d'isolant, le vide d'air plus le bardage, on se retrouve avec 80 cm. Donc ça induit une réalité, cette chose-là, qu'on va vers un retour de l'épaisseur. Le mouvement moderne, c'était on dématérialise au maximum, mais dématérialiser, et là ça se fait toujours, hein, j'ai encore vu hier à Montpellier un nouvel immeuble de bureaux dans une zone que je nommerai pas, complètement vitrée, quoi, mais il n'y a pas un poil, c'est que du verre, quoi. Enfin, j'imagine les pauvres gens la semaine dernière, enfin bon. Et donc, ce que je cherche, moi, toujours, c'est effectivement à valoriser au maximum l'inertie. C'est-à-dire que toutes les sensations qualitatives de confort auxquelles je fais allusion, c'est souvent des situations dans lesquelles il y a énormément de minéralité dans l'architecture, des pierres, de l'épaisseur. Voilà. Et ce que tu nous as montré tout à l'heure confirme évidemment tout ça. Moi, j'ai le souvenir quand je pense à ça, ce que tu disais, j'ai le souvenir de ma première visite à Gardaïa, c'était il y a une trentaine d'années, et j'y suis allé au mois d'août comme un idiot, avec des amis algériens, et je me souviens très bien que quand on est descendu de l'avion, à l'époque on descendait sur le tarmac, ça toujours pareil d'ailleurs, mais il faisait, je sais pas, j'ai dit je repars aussi saut, je repars avec l'avion. Et puis quand on est rentré dans la ville, dans la Casbah, c'était fabuleux, quoi. On avait perdu effectivement une dizaine de degrés, quoi. Et c'est très étonnant. Donc tout ça pour dire que j'essaye, je crois, vraiment à la qualité thermique de la minéralité. Donc là, vous voyez comment on a traité les menuiseries sont donc au droit du bardage en béton. Voilà. Alors, ce que ça donne en coupe sur les coursives, on est très isolé, donc vous avez des coursives qui sont comme ça. Donc cette histoire de minéralité, c'est vraiment un travail sur la profondeur et sur les surfaces également. Alors là, on avait la chance d'avoir des voûtins. Et les voûtins, c'est super parce que ça optimise la surface d'échange qui se retrouve augmentée, évidemment. Et alors, à chaque fois, évidemment, il est interdit à l'agence de mettre des faux plafonds. Donc là, malgré tout, ça n'a rien à voir avec la thermique d'été, là, mais pour le coup, on a mis ce que vous voyez qu'on a appelé des contre-voûtins avec mon ami Guy Jourdan, qui est acousticien, parce que les voûtins, c'est pas très bien sur le plan acoustique. Donc là, on corrige l'effet des voûtins en pompant, comme on dit, dessous et dessus par ce système de contre-voûtins à l'air libre qui sont en aluminium. Et au milieu, ce que vous voyez, c'est le chauffage rayonnant. Les parties horizontales du plafond du faux plafond sont les chauffages rayonnants. Donc, on a quand même une perméabilité très importante du plafond qui permet de solliciter la masse thermique des planchers de manière de bonne manière. Voilà. Alors, juste une petite remarque, on a découvert un peu par hasard que dans tous les trumeaux de ce bâtiment, vous voyez des ronds blancs là en bas sur le plan, dans les trumeaux, en fait ce sont d'énormes canalisations en terre cuite dont on n'a pas très bien compris l'utilité, si ce n'est qu'elle devait être là certainement pour assainir les murs, on l'a imaginé comme ça. Et bref, on les a réutilisés, je vous montrerai comment. Alors oui, on a quand même refait tous les planchers. Bon. Alors, donc première solution pour moi sur l'histoire du confort thermique d'été, c'est l'inertie. Deuxième solution, l'ombre. On en a parlé tout à l'heure, les végétaux, évidemment. Ça, tout à fait fondamental. Donc là, l'idée de ce projet pour fabriquer de l'ombre, c'est de faire cette espèce de grand péristyle qui cerne la cour et qui fabrique effectivement une ombre vraiment très, très puissante. Là même, ça doit être le matin tôt. Donc la partie ensoleillée est quand même assez importante, mais globalement, c'est un bâtiment qui est relativement ombré par l'architecture elle-même, quoi. Donc moi, je crois que beaucoup à cet argument de l'architecture qui consiste à fabriquer de l'ombre. Et
pour faire allusion de manière évidemment en restant à ma place, mais à un architecte très célèbre qui est Louis Kahn, pour qui l'architecture c'était ça, c'était la fabrique de l'ombre étant aussi évidemment la fabrique de la lumière. Donc ça se gère par l'architecture, par les dispositifs architecturaux, les ouvrages, les portiques, péristyles, tout ce vocabulaire architectural-là. Et puis, merde, je suis parti dans l'autre sens, ça va pas. Et puis ça se gère aussi évidemment sur les façades. Alors là, c'est le deuxième aspect de ce que je cherche à travailler, que j'ai beaucoup travaillé à l'école avec Robert, qui est ce que sont les ouvrages de seconde œuvre, sur lequel on a, là, tout à l'heure je parlais d'une culture architecturale, il y a une culture énorme, en particulier dans toute l'architecture 19e, il y a des dispositifs architecturaux très sophistiqués. Certes, les menuiseries n'étaient pas isolantes, mais en particulier tout le travail sur les protections solaires, les persiennes qui se replient, qui proposent des tas de configurations. Moi, je crois beaucoup à ce travail-là. Alors ici, on l'a fait de manière assez simple, hein, ce sont des persiennes, et les persiennes, on les a juste redessinées avec le bureau d'études en fonction des orientations pour faire en sorte qu'on essaye d'optimiser la lumière par le fait que les persiennes sont un peu plus larges que normalement, et on essaye de travailler sur le phénomène d'étagères de lumière, mais en même temps, elles sont disposées de telle sorte que le soleil ne rentre jamais dedans. Donc ce travail sur les brises de soleil, c'est, à mon avis, quelque chose qui est très, très important, parce qu'on voit encore beaucoup de bâtiments, mais vraiment beaucoup, où les architectes se croient obligés de refuser de mettre des protections solaires, ce qui est une chose qui me stupéfait tout le temps, quoi. Alors que, en particulier dans nos régions méditerranéennes, tout à l'heure on avait la représentante du studio Boveri, on a ce travail sur les protections solaires qui est fabuleux, quoi. Un travail de seconde œuvre qui est toujours, en plus, le support d'un design qui est tout à fait intéressant et riche et varié et sophistiqué, savant même. Et moi j'ai appelé ça, tout ce travail-là sur les menuiseries. Alors là, vous voyez que les impostes sourds, évidemment. Enfin bon, bref, il y a ce travail-là, c'est la mise en œuvre et le design de machines architecturales, voire même, moi je dis maintenant, d'instruments d'architecture, au sens un peu plus sophistiqué du terme. Et je crois que ce travail-là, il a un avenir très très important. Tous les ouvrages d'échange entre divers milieux, en l'occurrence un milieu intérieur, un milieu extérieur, mais même entre deux milieux intérieurs, c'est quelque chose qui est très subtil, très intéressant à travailler et qui, je pense, est le support d'un design. Moi, j'appelle ça un design climatique, en l'occurrence, climatique compris au sens large, hein, c'est-à-dire à la fois sur le plan thermique, mais aussi sur le plan lumineux, sur le plan olfactif, sur tous les plans. Voilà. Donc, ce que ça donne sur la façade arrière, ce que ça donne sur la façade avant. Alors, évidemment, la chapelle, là, on l'a restituée. C'est la première phase. Hein, on commence là les études de la seconde phase. On n'avait fait que la moitié de la chapelle, mais donc on l'avait restituée dans son volume initial. Voilà. Donc, le brise de soleil, toujours, fabrique de l'ombre. Troisième chose sur laquelle, évidemment, on travaille pour ces histoires de confort, c'est évidemment l'air et la ventilation. Donc là, cette image montre... Alors, dans le programme technique, on nous imposait une ventilation de double flux, ce qui semble... comment dire, dans nos contrées, c'est assez... Les avis sont très partagés. Celui de Robert est définitif, et il est contre. C'est vrai que ça coûte un bras, et que on peut se dire que le temps de retour est de l'ordre sûrement du siècle, j'imagine, un truc comme ça, non? Bon. Alors là, on va un peu améliorer sur la seconde phase, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a les coursives périphériques qui bordent les cours, elles sont aussi au R-1. Et chose un peu idiote qu'on n'avait pas imaginé sur la première phase, c'est de les exploiter avec la VMC double flux. Et on va le faire, là, je pense avoir convaincu le maître d'ouvrage, d'utiliser la coursive du rez-de-chaussée, du sous-sol, je veux dire, pour insuffler de l'air rafraîchi dans la seconde phase qu'on est en train de commencer. Alors, je ne sais pas, enfin, le bureau d'études procède à des tas de simulations là-dessus, c'est une espèce de puits canadien, mais en réutilisant le sous-sol existant.
il semblerait que ça puisse fonctionner de manière très intéressante. Pour mémoire, Nîmes est considérée comme la ville la plus chaude de France. Il fait vraiment très chaud. Alors moi, j'y étais avant-hier, justement, là, dans cet établissement, puisqu'on reprend les études. Je suis allé voir dans une classe, mais c'est pas trop du jeu, parce que c'est pas utilisé, donc c'était fermé, donc ils ouvrent la nuit. Il fait pas trop chaud, quoi, hein, mais bon, c'est sûr que si on met 50 étudiants dans une pièce, ça va chauffer. Bon. Alors là, le principe, donc, c'est... Alors, tout à l'heure, je vous ai montré ces gaines là, en terre cuite qui irriguent le bâtiment de haut en bas, et on en a profité pour tuber le double flux là-dedans, parce que le double flux, c'est bien. Ah, 2 minutes. Donc j'accélère. Donc là, ventilation traversante par les impostes. Cela dit, en passant, je pense que les impostes, c'est pas suffisant. Le bureau d'études avait fait des simulations, je pense qu'il faut ouvrir plus que ça. Mais bon, voilà. Donc je passe sur cette image-là. Voilà ce que ça donne. Alors, en plus au niveau ventilation, on a mis des plafonniers, des brasseurs d'air. Ça marche super bien. Hein. Les brasseurs d'air, c'est vraiment très, très agréable. Et voilà ce que donne l'ambiance dans une classe. Et voilà ce que donne encore l'ambiance dans une classe. Alors, les contre-voûtins, les chauffages Zehnder horizontaux, qui est traité de la même façon que les contre-voûtins, donc personne ne se doute que c'est le chauffage. Et les brasseurs d'air. Et bon, voilà, dans une ambiance assez zen. Pour conclure, je montre la cour. La cour, donc le pavement de la cour, c'est le 1% artistique. Hein. Moi, enfin bref, j'en raffole pas, on va dire. Et par contre, on a réussi à interrompre le damier, la fatalité du damier, si je puis dire. Et on a planté 4 tilleuls. Là, c'était la photo juste après j'y étais hier, ils ont bien poussé, mais ils sont encore petits, évidemment. Le problème avec les végétaux, c'est que ce n'est pas immédiat. Et là, pour conclure, je vous ai mis, puisque le thème de la journée, c'est l'arbre du rectorat à Montpellier, qui est un tilleul dont personne n'a pu me dire quel était l'âge, mais qui est immense. Là, la photo, je l'ai prise sur Internet pour ne rien vous cacher, elle ne le montre pas bien, mais il est énorme et il fait toute la cour du rectorat. C'est un endroit magnifique, incroyable, un arbre qui a une envergure tout à fait étonnante. Alors si, comme je l'avais appris à l'école, le volume des racines fait le volume des branchages, il doit y avoir un gros volume dans les racines, enfin bref. Tout ça alors, cet arbre-là, en plus, en ce moment-là, il est tellement beau qu'il abrite les rencontres de France Culture. À Montpellier, il y a des rencontres de France Culture qui s'appellent les rencontres de Pétrarque, et elles se passent sous ce tilleul, et c'est une espèce de métaphore tout à fait étonnante de ce site universitaire, puisque c'est la cour du rectorat. Voilà, merci. Merci Jean-Luc pour cette promenade architecturale dans ce bâtiment qui est remarquable. On est parti à la recherche, il y avait une GTB, on est parti à la recherche des températures enregistrées. Et en fait, on a eu beaucoup de peine pour les retrouver parce qu'on était censé vous donner des graphes de température, etc. Moi, pour l'avoir visité, ce bâtiment, c'est un retour d'expérience très, très souvent à mes étudiants. Alors, jamais effectivement au mois de juillet-août, mais souvent à l'intersaison chaude, au mois de mai, parce que c'est la fin des cours, ou en septembre-octobre. Voilà, j'ai toujours trouvé très confortable, y compris en période d'usage, parce que Jean-Luc, il a travaillé sur l'inertie, il a travaillé sur la ventilation traversante, il a travaillé sur des isolants biosourcés aussi, donc qui ont eux-mêmes une forte inertie, il y a plein de trucs. Donc voilà, c'est un projet extrêmement fin, extrêmement puissant, ventilation naturelle, lumière naturelle traversante, etc. Il est extrêmement pédagogique. Et en même temps, et c'est vraiment important de le dire, moi, l'ingénieur, modestement, il fait architecture. Et la réponse, elle est forcément architecturale et urbaine et paysagère. Et elle n'est pas technicienne et encore moins techniciste que technicienne, on va dire. Voilà. Donc la suite, c'est donc Thierry Lombardi qui va intervenir avec Gabriel Reynal. Donc Thierry est architecte, il m'a présenté un projet extrêmement intéressant, extrêmement pédagogique aussi, dans lequel je sais par expérience, parce qu'à un moment donné, j'étais en appui à Gabi pour donner un coup de main, il a vraiment mouillé le maillot, il a vraiment beaucoup bossé. C'était intéressant, je me rappelle de voir à quel point il était à fond sur ce projet-là. Donc c'est le gymnase du lycée de Costebelle à Hyères, un endroit particulièrement chaud, dans lequel il y a un travail intéressant sur les matériaux, sur le végétal, sur la ventilation, etc. Et où là, grâce à Gabi, on a récupéré aussi quelques données. Donc Gabriel était en appui
qualité environnementale, énergie, ambiance. Donc je ne sais pas comment vous organisez. Vous avez comme Jean-Luc 21, 22 minutes. Voilà, je vous time si vous voulez ou pas. Merci. On peut rester là, non? Non, il faut aller là-bas? Viens, on se met de chaque côté. On trouvait que c'était bien assis, nous, mais on va se mettre debout. Non, non. Debout, c'est plus protocolaire. Allez, on va se mettre debout. Ah, c'est pour la caméra. C'est pour la caméra. Pour la caméra? Ok. Donc tu as ton micro, je te laisse... D'accord. Bonjour à tous. On ne se représente pas, mais je voudrais quand même saluer quelques personnes qui sont dans la salle et qui ont aussi travaillé sur ce projet. Sauf Catherine qui a dû sortir, je crois, je ne la vois plus, Catherine Ramos, elle est sortie. Il y a Vincent, a priori, au fond de la salle. Robert, évidemment. Je ne vois plus d'autres. Voilà, donc pour dire... Et pardon, Pascal, et je voulais dire oui, pardon. Et Pascal, parce qu'elle devrait être là, en fait, aussi sur scène. On fait parité, là, aujourd'hui, mais on devrait être en surnom. La dernière fois, c'était elle, cette fois-ci, c'est moi. C'est vrai. C'est la parité. Pardon. Bon, on accélère. Le projet du gymnase... c'est pas le bon... Tu veux ça, peut-être? C'est pas le bon... En haut. C'est pas le bon diaporama, en fait. Alors, si, mais ça s'appelle pas l'hospice de Nîmes. Hein. Tu es sûr que c'est la première page? Non, non. C'est le texte en dessous de notre projet, mais c'est pas, bon, c'est pas grave. Oh, c'est donc, pas retenez en haut, c'est le gymnase de Costebel. Donc, ce programme a été lancé en 2006, ça date un petit peu. C'est un aboutissement aujourd'hui en 2019, au bout de 3 ans de suivi de fonctionnement. D'un programme qui a pris un peu de temps à cause de la ville de... à cause du fait de tergiversation avec la politique, on va dire, pour des raisons de parcellaire et d'organisation du site, puisque 3 acteurs sur un territoire avec un vélodrome qui est la métropole de Toulon, un stade de foot de la ville de Hyères et le lycée juste à côté, Attenant, qui avait besoin de son gymnase. La direction des lycées a porté un programme, on va dire, ambitieux, mais ne portait sa construction, vous le verrez en quoi ça a une incidence, puisqu'on a beaucoup parlé d'aménagement végétal, mais donc la construction et ce programme qui a été confié au maître d'œuvre ne portait que sur cette enceinte avec une bande de 2 mètres périphérique autour du bâtiment. Et même si on a demandé à la maîtrise d'œuvre de porter un schéma directeur sur ce projet pour les aménagements extérieurs, il n'en avait pas la maîtrise d'œuvre. Et vous le verrez à la fin ce que ça a donné. Donc voilà le site, on est donc à Hyères, dans le Var, à 800 mètres à peu près de la mer, derrière une jolie colline qui est au sud. Et donc on est au pied d'une pente nord, le vélodrome sur la droite, le gymnase est sur la colline. Vous avez un cheminement qui descend vers les stades et le vélodrome. Et vous aviez ce bout de parcelle qui était libéré avec une voie à dévoyer et une jolie pinède au sud. Enfin, pas que de la pinède, puisqu'il y avait des boisements de chêne, pas uniquement du pin. Les vents dominants, des brises importantes, récurrentes, quotidiennes, qui permettent de balayer le site et apporter quand même un confort relatif, même si c'est une zone chaude et très ensoleillée, ça reste quand même peut-être plus tolérable qu'à Nîmes. Ah, c'est donc avance, bravo. Bon, alors je ne sais plus ce que bon, je vais vous dire les intentions. Si c'est comme ça tout le long, ça va être pénible. Pardon, comment on revient? Donc les intentions du projet, on va reprendre le programme. Le programme c'était, je vais te laisser la place après. Donc grosso modo, c'était un bâtiment où on visait à minimiser les énergies fossiles et fissiles sur ce projet, à valoriser la construction bois et à assurer le confort d'été. Ça a raccroché puisque le programme a été lancé en 2008 avec le concours en 2009. Sélection du maître d'œuvre du projet lauréat en 2010, livraison 2014, 2015, 2016, chantier 2014, pardon, je vais y arriver, et livraison 2016. 2016 et retour aujourd'hui à 3 ans de fonctionnement. Donc ce bâtiment a raccroché la démarche BDM qui est née en 2009 et a été représenté donc en 3 étapes, chaque phase. Il était argent à la conception, or à la réalisation et maintenu or depuis une semaine en phase fonctionnement.
Et je laisse Thierry parler donc au nom de son équipe et de Pascal, du coup, sur la conception du projet. Et non, ça c'est que le pointeur, ça c'est la flèche. Il faut les deux en fait. Ok, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Thierry Lombardi, je suis le co-gérant de l'agence Architecture 54 avec Pascal Bartoli qui aujourd'hui est assise. On est basé à Marseille et on touche un petit peu à tout. Voilà. Donc je vais vous dire exactement dans quel contexte on a démarré Costebel, qui est un projet qui nous tient particulièrement à cœur, pour lequel on a pris énormément de plaisir en phase conception, en phase travaux et encore aujourd'hui en partage d'expérience. C'est pour ça qu'on est ici. C'est une opération qui s'est très bien déroulée de A à Z et on est ravis de la partager. Je prends 30 secondes pour te remercier Robert de m'avoir invité à cette belle aventure qui est Bâti-Frais aujourd'hui. D'abord pour la prise de parole et ensuite pour la richesse de ce qu'on découvre depuis ce matin, notamment la présentation de Ernst que j'ai trouvé totalement atypique par rapport à ce qu'on évoque toujours dans le bâtiment, dans la technicité, dans l'ingénierie. Je trouve que c'est très très parallèle, très frais et j'ai découvert avec grand plaisir que j'étais un adepte du earthing puisque je passe la moitié de mes journées pieds nus, donc ça tombe très bien, j'aurai de quoi échanger avec mes clients quand ils sont surpris quand ils arrivent à l'agence parce que je suis pieds nus. Voilà. Donc Costebel, projet, concours lancé par la région Sud en 2008, août, candidature. On monte une équipe. Alors on monte une équipe, je fais une petite parenthèse, on était un jeune cabinet à l'époque puisqu'on a créé Architecture 54. On a démarré à Bandol en 2005, 2008, pas de référence, pas de connaissances, pas d'amis, pas de co-traitants. Donc monter une équipe de maîtrise d'œuvre avec des co-traitants, avec une clause d'exclusivité, c'est très compliqué, surtout sur des bâtiments avec un programme très technique, avec des enjeux très poussés, avec un nombre d'interlocuteurs régionaux qui sont quand même ciblés, vous le connaissez tous, il y a très peu de bureaux d'études qui sont, à l'époque en 2008, très très compétents en matière d'environnement et de bâtiments durables. Et du coup, on a monté une équipe un peu comme on pouvait, avec des bureaux d'études qui nous ont accompagnés, mais qui n'étaient pas forcément master, référent à la matière. Et c'est important, je le dis, parce que je vais essayer de garder un fil rouge tout du long de la présentation, qui est le cercle vertueux de la chaîne humaine. Et la réussite d'un bâtiment, c'est pas que la réussite d'un maître d'ouvrage ou la réussite d'un maître d'œuvre ou la réussite d'entreprise, c'est une participation et une cohérence du début jusqu'à la fin. Et nous n'étions pas à l'époque un cabinet spécialisé en environnement et en bâtiment durable. J'ai même envie de dire qu'on n'y connaissait pas grand-chose, sauf qu'on s'est retrouvé à avoir entre les mains un document d'une très grande richesse, c'est-à-dire un programme, des volontés du maître d'ouvrage, des enjeux à atteindre ultra précis et une charte à respecter. Et on a relevé le défi, on a démarré les études en 2010 quand on a fait le concours, on l'a gagné parce qu'on s'est énormément investi, que le projet marchait bien. Et du début jusqu'à la fin, je vais essayer d'en parler, mais tout le monde a adhéré à cette démarche de satisfaire les attentes du maître d'ouvrage qui étaient très précises, très vertueuses. Le programme à l'origine, je crois que vous aviez inscrit Costebel c'est un des premiers projets région en fait, inscrit dans la charte BDM. Un gymnase, ça fait environ 2200 m² au sol, et la salle, je crois que de mémoire, ça fait 1200 m² par 7 mètres de hauteur. Ceux qui sont forts en calcul, ça fait beaucoup en cubage. Et atteindre des enjeux environnementaux sur des salles de cette taille-là, c'est pas évident. Donc vous aviez décidé d'inscrire ce projet dans un objectif à atteindre qui était bronze à l'époque, qui était plutôt modeste. On verra qu'on a tout de suite upgradé en fait, et atteint des niveaux supérieurs, et puis encore en conception. Donc, projet très simple, on l'a vu tout à l'heure, on est à proximité d'une très grande parcelle qui est bordée au nord par un terrain qui appartient à la ville de Hyères, terrain malheureusement en synthétique. Bon, ça, on ne contrôle pas les choses. Ici, on a un parking avec derrière un vélodrome qui est un vrai vélodrome, puisqu'il sert pour des compétitions de vélo toute l'année, enfin 2 fois par an en fait, mais c'est toute l'année pour eux. On a ensuite un logement de gardien et on a une très très grande pinède classée qui est absolument incroyable ici au sud, et un cheminement piétonnier qui n'existait pas à l'époque, qui montait au lycée, puisque le gymnase est une opération, je le rappelle, qui a été commanditée par la région et qui est rattachée au lycée de Costebel.
Quand on met le programme bout à bout et qu'on commence à dérouler les plans et qu'on commence à travailler, on se rend compte que le bâtiment il rentre au forceps et on est bloqué au nord, non pas par le stade, mais par un vestige romain avec un arbre qui était malheureusement, on en parlait, mais qui était absolument dingue de beauté, puisque c'était un cèdre, je crois, qui faisait une vingtaine de mètres de hauteur, des vestiaires à droite avec la maison des gardiens et une pinède exceptionnelle au sud qui avait défrayé la chronique un peu avant qu'on démarre les études, puisque les colotis, les gens qui habitent autour, s'étaient enchaînés aux arbres pour qu'on n'y touche pas. Voilà. Donc on a décidé de ne pas y toucher, on a rentré le gymnase vraiment au chausse-pied, on a travaillé sur la compacité, on a fait un bâtiment vraiment le plus réduit possible pour ne pas toucher les abords. Et pour finir sur l'implantation, il faut savoir qu'on a l'entrée de la parcelle qui est ici. On avait orienté, comme tous les bâtiments architecturaux, l'entrée côté entrée de la parcelle. Donc on rentrait par ici. Une semaine avant le rendu du concours, Pascal a décidé de le retourner et de dire qu'on va mutualiser les accès, les cheminements. Et on a retourné le bâtiment, on lui a fait faire une rotation à 180 degrés pour rentrer par ici. Côté vestiaire, gardien, côté lycée. C'est très risqué. C'est ce qui nous a fait gagner. Voilà. Comment tu appuies là-dessus là ? Voilà, très bien. Donc, implantation, paysage, effectivement, comme le disait Gabriel, on a mis en place dès le départ un schéma directeur assez fort pour justement intégration du projet dans son tissu végétal, puisqu'il était très riche à protéger et on voulait limiter absolument l'impact du bâtiment sur le contexte. Donc, on avait intégré un plan paysager avec des cheminements piétonniers très naturels, dans la pinède pour monter vers le lycée pour les lycéens, puisqu'ils descendent au gymnase puis ils remontent un peu tout au long de la journée. On avait aussi travaillé sur des traitements des abords paysagers le plus naturel possible, avec une limitation de l'effet de chaleur, justement. Donc on avait travaillé sur des revêtements très clairs pour éviter d'avoir à travailler sur un bâtiment qui ne consomme pas d'énergie et avoir des abords qui, lui, par contre, produisent énormément de chaleur tout au long de la journée. Donc on avait essayé d'avoir une espèce d'adéquation avec le revêtement de sol. On verra que c'était un échec, mais Gabriel va en parler, puisque, je rappelle, le projet région, il est strictement limité à ce bâtiment, une bande de 2 mètres tout autour. Tout le reste nous a échappé et est passé sous l'obédience de la ville de Hyères. On verra comment ça a été traité techniquement. Y compris la bande végétale qu'on avait incorporée entre le gymnase et le stade pour créer une liaison visuelle agréable, une zone de repos pour les lycéens, un peu de végétal pour le traitement bioclimatique, et dans la continuité de ce vestige et cet arbre qui était absolument magnifique. Je crois qu'aujourd'hui, la mairie de Hyères a dû y intégrer un parking, si je ne dis pas de bêtises. Mais bon, on va regarder un peu plus tard. Demande très forte de la région de valoriser la filière bois, plutôt sur le plan énergétique, puisque le bâtiment devait être très faiblement énergivore. Nous, on l'a intégré également dans le traitement architectural du bâtiment, c'est-à-dire que pour l'intégration, pour la démarche générale, on a décidé de dessiner et construire un bâtiment totalement en structure bois, et structure bois massif. C'est-à-dire qu'on a tout de suite rejeté des filières qui contiennent énormément de COV, comme les lamellés collés. Donc l'enjeu, dès le départ, a été de dessiner un exosquelette. Non, je me trompe. Bon, si, remarquez, ça marche aussi. Un exosquelette en bois. Et cet exosquelette en bois, pourquoi je parle d'exosquelette ? Parce que quand on est en architecture bois, généralement, on est plutôt dans une structure porteuse, puis une vêture, puis ou à l'intégrer dans la vêture un isolant thermique, puis rapporter sur la façade des protections solaires, puis dans la mise au point structurelle avec les ingénieurs, on rapporte à nouveau à l'intérieur, dans la structure, des contreventements. Ce qui veut dire qu'on se retrouve avec un empilement de couches successives. Et on a refusé ça dès le départ et on s'est dit non, si on travaille sur nos ossature bois, on va exprimer et elle va servir un petit peu à tout. C'est-à-dire que ce sera le couteau suisse du projet. Donc on a refusé les poteaux. Donc j'ai travaillé avec les ingénieurs pour avoir une structure tridimensionnelle auto-contreventée, ce qui veut dire on parlait de géométrie tout à l'heure avec Ernst, on a retenu des formes simples, des formes autostables, notamment le triangle, et on a travaillé sur un empilement géométrique. Et on a travaillé sur une poutre sablière sur toute la longueur du bâtiment qui répartit ses charges sur cette ossature. Donc cette ossature est porteuse,
auto-contreventé, on n'a aucun poteau à l'intérieur. Et dans les mises au point successives, on s'est rendu compte qu'en travaillant un peu sur l'épaisseur, c'est une notion qu'on a entendue tout à l'heure aussi dans les précédentes présentations, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on travaille d'abord sur un apport de lumière jour, c'est-à-dire que satisfaire en tout point du gymnase des lumières naturelles. Donc on a évidemment vitré cette ossature, sauf qu'en vitrant, on crée des apports calorifiques, donc il faut protéger. Donc on s'est dit, si on travaille sur l'épaisseur, est-ce qu'on n'est pas capable de dimensionner une structure porteuse qui est capable aussi de protéger les vitrages du soleil? Et c'est ce que vous avez en bas, c'est une recherche qu'on a fait sur les solstices tout au long de l'année, en vérifiant et en mettant au point très précisément la profondeur des triangles en bois, hein, parce qu'on va parler de manière un peu simple, mais c'est le motif géométrique. On va dimensionner au plus juste les profondeurs des éléments en bois pour qu'on puisse protéger les vitrages tout au long de l'année, tout en garantissant un apport de lumière suffisant. Donc, pour faire simple, les éléments en bois, un triangle comme ça fait 2,20 m de longueur, ça fait 15 cm d'épaisseur et ça fait, hors tout, 80 cm de profondeur. Donc c'est un arbre et on le voit, on est au moment le plus important de l'année, on a une protection solaire totale des vitrages et en solstice d'hiver, on doit être avec un apport maximal qui est ici. Vous voyez, je crois qu'on le voit dans les diaporamas suivantes. On a fait des simulations pour voir les notions d'ensoleillement. Bon, là vous avez une coupe. On retrouve donc cette façade avec évidemment ces triangles, et ça renvoie un peu à ce que disait Ernst tout à l'heure. Il y a beaucoup de valeurs qu'on a défendues et auxquelles on a pensé tout au long du projet. L'intégration du bâtiment, ça passe par une mise en résonance avec son contexte, donc un contexte naturel. Et effectivement, on a voulu non pas créer un bâtiment très géométrique, dur, on a essayé de faire rentrer en vibration la façade, et on a opté pour 3 remplissages différents. On a des panneaux bois de teinte blanche, des panneaux bois de teinte lazurée grise, et des vitrages, qui veut dire qu'avec ce moirage, on a une façade qui fonctionne un peu comme un camouflage, et vous mettez ça en addition avec le bois qu'on a, et on va y revenir, qu'on a retenu pour le projet, qui est du pin laricio. On a été très très inquiet pendant la mise au point du projet sur le vieillissement du bois, parce que ça fait partie des critères, des retours d'expérience des maîtres d'ouvrage publics de la région, sur des bois qui arrivent plutôt couleur miel, lazuré ou non, et qui vont noircir progressivement avec l'évolution du bâtiment, et qui vont noircir tantôt de manière homogène et tantôt de manière complètement hétérogène, voire rester naturel, et c'est généralement mal perçu parce qu'on a l'impression que le bâtiment pourrit en fait. Et on a, nous, décidé de pré-patiner tous les bois avec une lasure grise, traitement autoclave 4, comme ça on est sur des bois qu'on peut immerger. Et le bâtiment est sorti le plus foncé possible, et vous verrez le moirage avec la pinette qui est derrière, ce que ça donne. Mais on est sur cette façade-là qui... Vous avez une coupe qui est ici, vous voyez, vous retrouvez les épaisseurs des bois et la simulation avec l'éclairage. Matériaux, même démarche. Il reste 4 minutes. Moi, je vais accélérer alors. Matériaux bruts, le plus sobre possible. Donc, on a opté pour des bois du bâti peint à l'intérieur. Bon, je me trompe. Voilà. Là, vous retrouvez les recherches qu'on avait fait à l'époque sur les revêtements extérieurs. On partait sur des enrobés de teinte claire. Oui, on n'a pas du tout ça, mais voilà, on travaillait sur des revêtements avec un albédo très très faible. Voilà. On a aujourd'hui tout à fait... Pardon ? Un albédo très fort. Très fort, oui, et un phénomène d'îlot de chaleur très faible. Malheureusement, c'est l'inverse qui s'est passé. Démarche aussi prototypale, la maîtrise d'ouvrage sur les conseils de Gabriel. Le sujet étanchéité à l'air n'avait pas été très très abouti pendant les études, et puis en réalité le projet a duré tellement longtemps qu'on a basculé en RT 2012, et en basculant en RT 2012 il a fallu repenser toute la perméabilité à l'air, et le maître d'ouvrage nous a fait accompagner par un bureau d'études spécialisé en étanchéité, et on a traqué tous les ponts thermiques, tous les points d'infiltration au moindre centimètre carré. Ça a été passionnant, très compliqué, et on s'est retrouvé avec ce genre de choses à vérifier toute la continuité du pare-vapeur sur le projet. Vous retrouvez la coupe où effectivement on trouve les grands principes, donc Gabriel va en parler. Le dimensionnement de la structure porteuse en bois avec effectivement une protection maximale en été et une ouverture maximale en hiver, puisqu'on devait atteindre 4% de FLJ, donc facteur lumière jour en tout point, ce qui est assez
élevé comme taux, et en même temps une surventilation nocturne qui est le cœur du projet, avec des ouvrants, des voiles-voûtes en toiture qui permettent aussi de satisfaire à l'éclairage naturel de la salle, mais également avec des grilles en partie basse en façade nord, d'assurer le free cooling, donc la surventilation nocturne du bâtiment. J'annonce comme ça la partie technique que tu vas développer. Et là, vous retrouvez justement les études dynamiques sur l'ensoleillement de la résille avec tout au long de l'année la protection solaire à l'intérieur. Et je pense que ça, ce sont les simulations thermiques dynamiques qui avaient été faites pour vérifier les variations de température au sein de la salle. Je crois que dans les objectifs, justement, il avait été évoqué peut-être de ne pas chauffer la salle, puisque la température de consigne déjà avait été réduite à 14 degrés. Donc on parle de confort d'hiver, mais c'est déjà très très ambitieux. Et en confort d'été, je crois que tu vas revenir sur la canicule et les mesures que tu as prises, mais justement on est sur un bâtiment qui essaie d'être le plus réactif, de manière autonome aux contraintes climatiques. Les composants biométriques, les voiles-voûtes en toiture avec des protections solaires rapportées sur les façades, sur les voiles-voûtes en toiture. On retrouve la résille bois, donc vous voyez, on voit le pré-traitement, on a des bois qui sont arrivés gris, très foncés, comme s'ils avaient 8 ans de vie alors qu'ils sortent de chez le scieur, des contreventements en béton et toute cette ossature en bois. Voilà, alors il faut savoir, je fais une toute petite parenthèse, après je te laisse la parole, que la région avait introduit dans le critère note des entreprises le bilan carbone. Donc les entreprises de charpente ont été notées sur le bilan carbone de leur installation, de leur méthode de fabrication et d'approvisionnement, ce qui nous a permis aussi d'écarter des entreprises de structure bois qui venaient du nord de la France, avec des pins qui venaient de Pologne. Et on a une entreprise locale qui a construit un bâtiment avec du bois qui vient de Corse. Voilà. Bon, ça je passe. Non, je passe pas, peut-être c'était la conclusion que tu voulais reprendre alors ici, non mais je finis, voilà, la livraison bâtiment qu'on a absolument tenu à dessiner, tenir jusqu'au bout, et on a fait un projet qui est très technologique, en conservant une écriture architecturale très soignée, et pour nous de grande qualité, puisque c'est ce qui a été évoqué en filigrane toute la matinée, c'est que le premier déconfort, c'est le confort psychologique. Quand on se sent bien dans un espace, on va recevoir avec bienveillance tous les contraintes climatiques périphériques, notamment la température. Et on a travaillé sur un aménagement intérieur très harmonieux. On a lasuré tous les bois blancs pour qu'on ait un ensemble le plus clair possible. On s'est battu pour défendre un revêtement de sol sportif blanc, qui est plutôt assez rare, qui est inquiétant et qui finalement fonctionne plutôt bien et qui est très opérant pour l'éclairage d'ambiance et la qualité de l'utilisation de la salle tout au long de l'année. Et vous voyez, voilà, un ensemble plutôt homogène et très très bien perçu par les utilisateurs qui apprécient le gymnase. Et je pense que le bon retour, c'est qu'après 3 ans d'expérience et d'utilisation du bâtiment, il n'y a aucune dégradation, nulle part. C'est-à-dire que les utilisateurs et lycées, donc les enfants et villes, les associations le soir, apprécient leur bâtiment, le défendent, le protègent et l'entretiennent. Voilà. Ouais. Bon, je vais faire super vite. J'ai moins 1 minute, c'est ça? On peut demander un supplément. Bon, je ne vais pas revenir. On a fait 3 ans de suivi de fonctionnement. On va juste vous présenter. Sur le plan énergétique, c'est un bâtiment qui remplit globalement ses objectifs, si ce n'est qu'on oublie d'éteindre la lumière la journée. Ça, on va retenir ça comme en synthèse, c'est-à-dire que malgré l'extrême confort visuel et de la lumière naturelle, les gens laissent allumer toute la journée. Voilà. Donc c'est le plus gros poste de consommation d'énergie sur ce bâtiment en 3 ans. On a fait 2 phases de suivi. On a fait le mois de juin 2017. Je vous fais un zoom là sur la période la semaine la plus chaude, qui nous sert sur une autre étude en ce moment comme référence. C'est très drôle de retrouver sur les mêmes semaines. Donc les brises quotidiennes, des nuits assez fraîches, 17 à 21 degrés, un maximum en journée de 32 degrés. Et la ventilation nocturne qui n'était pas opérationnelle à cette période-là, puisque il y avait un système technique qui était défaillant sur les grilles en partie basse. Donc vous verrez que sur cette courbe-là, comment on fait le pointeur? Le pointeur, c'est là, ouais. Voilà.
le bâtiment réagit sans ventilation nocturne, de manière assez progressive au fil du temps, de la semaine qui file, pour atteindre au maximum 29 degrés en pointe, et qui est essentiellement lié aux apports solaires, parce que c'est une semaine de l'année où il n'y avait quasiment pas d'élèves la journée. Donc ce n'est pas des apports internes, c'est vraiment des apports solaires. Et la courbe de température qui suit un peu, un léger décalé, le rythme de la journée. Par contre, on ne bénéficie pas suffisamment de cette ventilation nocturne qui avait été pensée, imaginée par rapport à des brises et des nuits relativement fraîches pour tempérer le bâtiment. D'où l'intérêt d'y travailler davantage. Ce qu'on observe là, donc pour vous montrer juste, c'est quand on est revenu la semaine dernière, parce qu'ils ont annoncé la canicule, donc je suis partie avec des enregistreurs en courant. Je me suis dit, comme ça, j'aurais des données ultra dans le jus, donc ça date d'hier, les données. Je suis arrivée à 15h, donc les Skydome étaient tout ouverts. Oui, donc il faisait 30 degrés dans le bâtiment. Plus d'étudiants la journée, et les seules personnes qui l'utilisent le soir, ce sont les clubs, et eux n'ont pas accès à la petite salle où on peut actionner et désactionner les ouvertures. Ils n'ont pas la clé. Voilà, donc ça suppose qu'il y a un gardien qui vienne, qui revienne. Sauf que si vous avez vu le chemin de départ, le lycée il est quand même à peu près 800 mètres du gymnase, donc il ne redescend pas 3 fois par jour, et notamment pas à 23 heures. Retenez bien qu'il faudra, je pense que certains d'entre vous le savent déjà, mais l'automatisation de la ventilation nocturne, c'est pas du logement du tout. Donc ça ne marche pas de compter sur les gens pour ouvrir et pour fermer. Il ne faut pas se leurrer. Voilà. Et ce que vous pouvez voir ici, donc effectivement, c'est ce traitement en enrobé. Quand on est arrivé, j'ai pris les mesures. Il faisait quand même, de côté façade nord, qui est de ce côté-là, à peu près, on va dire, 37 en ambiance. De ce côté-là, juste devant, en rayonnement, en restant un petit peu, il faisait à peu près 48-49. C'est comme si vous étiez sous le capot d'une voiture au soleil à peu près. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière pour à peu près tout le monde. Mais pour dire que ça existe vraiment, on a un vrai différentiel de part et d'autre. C'est pas la température de l'air, c'est aussi tout le rayonnement environnant. Voilà. Effectivement, ça impacte le ressenti. D'ailleurs, personne ne stationne là l'été, ni en voiture, ni en piéton. Alors que le lieu s'y prête. Et sur cette semaine-là qui a suivi, vous avez deux types. Je vous ai mis deux courbes intérieures. Vous avez la courbe extérieure, donc on est bien monté à 37. Donc c'est pas les 44 qu'on a eu à Nîmes. Donc quand même l'hier est plus tempéré que l'intérieur des terres. La nuit, on n'est pas descendu franchement en dessous de 25 sur toute la semaine. Et j'avais demandé d'une part de fermer nos chers Skydome, de les rouvrir le soir à 19h, parce qu'ils ne voulaient pas y aller à 23h, et de les fermer le matin à 7h. Donc, il l'a fait pendant 3 jours. Donc vous voyez que le bâtiment a quand même bien redescendu la première nuit d'ouverture, puisqu'il a quasiment suivi la courbe extérieure. Et puis ensuite, il est monté progressivement en température pour atteindre au max 31. 31 pour 37 extérieur, sur quelques points, quelques petites heures, 31-32, là on est allé un peu plus loin, mais là c'est sans ventilation, puisque le week-end, ça c'est le week-end, il n'y avait personne qui est venu ni ouvrir ni fermer. Et là, vous avez deux courbes différentes. Le bleu, c'est à 1,50 m au niveau du sol, l'orange, et c'est côté sud, côté tribune. Le orange, c'est à 3,50 m, 4 m. Donc vous voyez bien que vous avez presque 1 degré d'écart sur 2 mètres, c'est pas du dénivelé, je pense de différence de hauteur, dans un grand volume. Donc j'ai pas pris la température, je suis pas assez grande pour la prendre sous le plafond, mais j'imagine qu'il y avait encore 1 degré de plus là-haut. On se poserait la question de savoir s'il faudrait brasser davantage, s'il faudrait couper peut-être la ventilation, double flux la journée, j'en sais rien, ce genre de questions pour savoir qu'est-ce qui serait le plus pertinent, puisque si on arrive à garder le plus frais tout en bas comme cette grande dalle, est-ce que ça vaudrait le coup de rester autrement. Voilà. Donc voilà les enseignements qu'on en tire. Automatiser
cette ventilation nocturne, parce qu'elle est très difficile à s'approprier, d'autant plus que si vous laissez la clé, dès qu'ils veulent un peu d'air, en fait, ils ouvrent, clairement. Forcément, il y a un petit peu de ventilation, il y a un peu d'air de brise à l'extérieur, donc ils ouvrent les grilles en journée. Les skydocks qui étaient ouverts par 34 dehors. Voilà. Et ce sol noir en enrobé au sud qui à mon avis, nous apporte 1 ou 2 degrés supplémentaires en journée quand même sur le site, et cette végétalisation qui a été supprimée ou non réalisée aux abords du bâtiment, puisque non seulement le maître d'ouvrage ville n'a pas réalisé les aménagements extérieurs qui avaient été préconisés, mais en plus ils ont enlevé une partie de la végétation, donc ce cèdre, et d'autres boisements qui étaient aux abords, des chênes et des pins. La teinte claire du sol aussi à l'extérieur, et puis l'efficacité des protections solaires fixes, puisqu'on a pu observer que ce dessin que vous avez montré, Thierry, à chaque étape, chaque solstice, équinoxe, est réellement constaté sur site, a bien fonctionné et est pertinent en tout usage. Voilà, je vous remercie. Merci Gabriel et merci Thierry de cette présentation qui est également très pédagogique, qui nous ramène à un des thèmes assez intéressants à explorer autour des slogans qu'on utilise beaucoup à l'école d'architecture, c'est-à-dire bâtiment passif, occupant actif, et dans l'activation de l'occupant, il y a la pédagogie, puis parfois il y a un peu d'automatisation, voilà, soit responsabilisation, soit automatisation, c'est un gros débat, parce que les moteurs des fois tombent en panne, les horloges se dérèglent, etc. C'est vraiment un vrai sujet. Dans le domaine de l'habitat, on peut peut-être compter là-dessus, mais dans le domaine du tertiaire, c'est un peu plus difficile. Merci aussi Gabi, il faut le dire, d'être retourné hier la semaine dernière pour choper des valeurs en pleine canicule, etc. Ça, c'est ton militantisme, parce que tous les gens qui interviennent aussi aujourd'hui, tous, autant qu'on connaît, sont bénévoles, donc ils donnent, et c'est important de le dire. Donc voilà, surtout que... Voilà. Ensuite, le troisième intervenant, last but not least, s'appelle Stéphane Gosmat, donc il est architecte. Il va vous présenter un projet qui est également très très pédagogique, une école qui s'appelle l'école Jean Carrière à Nîmes aussi, qui est là aussi pareil, ça fait partie de l'archétype des fondamentaux bioclimatiques. Donc aussi c'est une école qu'on visite beaucoup avec les étudiants de l'école d'architecture, parce que vous allez voir qu'il y a une espèce de total des principes et qui également font architecture. Donc Stéphane est architecte au sein d'un atelier, un collectif, on va dire, c'est ça, hein, qui s'appelle Atelier Méditerranéen d'Architecture, dans lequel participe aussi un autre ami architecte et enseignant à l'école d'architecture qui s'appelle Vinicius Raducanu, qui est ici. La parole est à toi. Donc c'est vrai qu'on t'a un peu chippé des minutes, mais équitablement, normalement, tu as droit à tes 22 minutes aussi. Merci aussi d'être venu à cette... je crois que, je suis même sûr que ton projet va être primé ce soir. Je ne sais pas où c'est. Pas loin d'ici. Pas loin d'ici. J'avoue que j'ai oublié le prix qui est donné, mais donc ça prouve aussi quand même l'intérêt de ce projet-là en termes de reconnaissance. Oui, bonjour à tous. Effectivement, donc on fait partie d'un groupement d'agences d'architecture, d'urbanisme et de paysage associés, et qui intègre aussi l'ingénierie intégrée, c'est-à-dire que Corentin Lutz, qui est là dans la salle, est ingénieur thermicien, et donc on répond la plupart du temps avec toutes les compétences en interne, ce qui nous permet aussi d'effectivement travailler en conception intégrée, puisque effectivement on a beaucoup parlé tout à l'heure de... C'est celui-là ? Non, c'est l'autre. Ok. On a parlé tout à l'heure donc d'ingénierie, enfin d'intelligence collective. Effectivement, donc on va rappeler. Enfin, je vais peut-être rappeler des choses qui sont évidentes, et un peu dès la palissade pour ceux qui ont l'habitude de faire ce type de projet. Mais je crois qu'il faut vraiment le dire et le redire encore, parce que c'est pas vraiment tout intégré. Mais cette ingénierie collective, elle est faite d'abord parce qu'effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, quand il y a un maître d'ouvrage qui est foncièrement convaincu, la ville de Nîmes est un de ces intervenants-là. Ça fait 20 ans qu'ils essayent de monter à chaque bâtiment le niveau des performances attendues. Le bâtiment avait été suivi par un AMO sur la qualité environnementale, donc EOD, Jean-Baptiste Besse, c'est lui donc qui a instrumenté et fait les suivis pendant les 3 années d'exploitation, les 3 premières années d'exploitation. Donc Jean-Baptiste, moi c'est là où je l'ai rencontré, ensuite il est passé avec nous en maîtrise d'œuvre et on travaille toujours ensemble. Et puis voilà, la liste de maîtrise d'œuvre, ça, il faut vraiment effectivement dire que oui, les listes des compétences est un petit peu élargie, quoi.
Alors, bon, déjà, on est deux agences d'architecture, l'agence lyonnaise Tectonique, qui est architecte mandataire, et donc nous qui étions architectes associés. Donc, le bureau d'études qualité environnementale des bâtiments Indigo, le bureau d'études bois Jacques Anglade, Stéphane Boyer d'Energetech, l'ingénieur fluide, et puis vous voyez des compétences où on va assez loin, notamment on avait un concepteur lumière pour une école de taille modeste, de 2000 m², qui a fait un travail spécifique. Voilà. Donc c'est vrai que ça demande une ingénierie particulière, un petit peu étendue, et effectivement, avec ce qui est spécifique à ces bâtiments sur lesquels on recherche la performance et les niveaux de confort, c'est-à-dire des interventions des ingénieurs très très tôt dans le projet, des fois même avant qu'on commence à dessiner. Donc effectivement, il y a et surtout des allers-retours très croisés, très fréquents dans les échanges de conception. Voilà. C'est ça qui a fondamentalement changé dans notre métier dans les 20 dernières années, quoi. Donc voilà, c'est cette intelligence collective. Et puis après, d'avoir les entreprises qui sont de plus en plus aussi impliquées sur les notions d'étanchéité à l'air. Voilà, c'est des sujets qu'on a, je pense, découverts dans les années 2004-2005. Enfin, moi, je me souviens, j'avais découvert avec Jean-Marie Hackett, le délégué qui était délégué régional du CNDB, et qu'aujourd'hui, ça fait partie des choses sur lesquelles on a tous progressé, quoi. Donc la ville la plus chaude de France, on l'a dit. Elle a servi de test à plusieurs écoles, au titre de plusieurs regards. Donc effectivement, c'est dans une ville très, très chaude. Elle a servi donc pour la ville de Nîmes de monter encore un niveau dans la performance des bâtiments. C'est le premier bâtiment BDM en région qui est hors PACA. Donc l'école a servi de bâtiment pilote en région Languedoc-Roussillon. Donc on était sur le référentiel numéro 1. Et donc on était niveau or, donc en conception, en régulation et en maintenance. Et donc l'enjeu particulier, c'est un petit peu ce qu'avait soulevé Jean-Luc tout à l'heure, c'est que c'était un bâtiment à faible inertie. Et notamment même chez BDM, ça avait soulevé quelques débats. On sentait qu'on jouait quelque chose d'important en disant qu'en gros, en région méditerranéenne, en climat méditerranéen, sans inertie, pas de salut. Voilà. Et donc il a fallu, on jouait un peu notre tête sur cette histoire-là, de dire, non, il y a peut-être d'autres alternatives, il n'y a pas une solution unique. Tous les programmes ne sont pas identiques, tous les bâtiments, toutes les expositions, tous les sites ne sont pas identiques, et donc il y a forcément des réponses qui sont différenciées. Donc le concours a lieu en 88, on l'a livré en 92, et effectivement, voilà, l'école s'appelait les Platanettes, c'était une école existante dans un quartier qui n'est pas dans un quartier périphérique. On n'est pas dans une école riche, là c'est un quartier périphérique de la ville de Nîmes, ça veut dire au-delà du périphérique. Et puis vous voyez donc sur la photo de l'état existant, on avait donc des préfabriqués qui étaient là depuis 25 ans et qui étaient sur un terrain comme ça végétalisé, engazonné. La cour était pour partie engazonnée. Donc ça change aussi un petit peu la culture par rapport aux espaces extérieurs. Et puis il y avait un triple alignement d'arbres. Je ne sais pas si on a un testeur. C'est l'autre, bon. On a un triple alignement d'arbres. Et celui-là, le platane, c'était des platanes cinquantenaires, et ici, et qui était effectivement côté sud. On avait une parcelle en deux morceaux. Donc, la rangée principale sur le sud, et puis les deux rangées transversales ici. Et on avait une parcelle avec un petit parking devant. Donc l'autre... Merci. La décision, en fait, le programme stipulait, je vous expliquerai après les raisons, c'est de dire qu'il fallait mettre tout le programme scolaire à l'étage, ce qui est un peu atypique par rapport à la construction d'une école maternelle. Et du coup, on a une très grande, la quasi-totalité du programme est à l'étage. Et donc, effectivement, on en a profité pour essayer de mettre de construire au plus près des platanes existants et, vous voyez, de conserver la totalité des arbres en faisant, et puis effectivement, la dernière rangée qu'on ne voit pas, qui n'est pas représentée là sur le plan est coupé, mais de garder la totalité des 3 rangées d'arbres. Et donc, vous voyez, donc, on a un étage qui est très, très construit et un rez-de-chaussée qui est très peu construit, sur lequel vous avez ici le stationnement, ici la salle polyvalente, ici le parvis d'entrée, avec le hall, avec la transparence vers le préau, le précouvert, et puis le pôle restauration, les sanitaires et les locaux techniques qui sont entre le parking et le préau. Alors forcément, voilà, l'intelligence du site, toujours de pouvoir utiliser les qualités du site. On l'a rappelé tout à l'heure, enfin voilà, le premier exposé était évidemment lumineux sur ce point-là, c'est que comme climatiseur, il n'y a pas de meilleur climatiseur qu'un arbre.
donc effectivement aller se mettre contre les arbres, au plus près, donc ce qui effectivement impose des contraintes assez fortes, hein, vous voyez, de distance par rapport aux arbres. Hein, vous voyez, on a rappelé tout à l'heure effectivement que la frondaison égale la taille des racines, donc voilà, ça veut dire qu'on vient au ras des racines, et comme en plus on nous avait demandé de remblayer, ça veut dire qu'il fallait remonter par rapport au collet de l'arbre. Mais voilà, l'idée de cette confrontation la plus proche, pour qu'effectivement l'arbre serve vraiment de protection solaire à l'école. Alors, on a parlé tout à l'heure, je ne sais pas, Michel Serres disait toujours que dans la philosophie, le concept devait être rattaché à la vie et au réel. Je crois que le concept architectural, pour moi, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une transcription physique et réelle. C'est-à-dire que pour un enfant, quand on lui a dit on met les enfants dans les arbres, voilà, et quand on a 3 ans, il n'y a pas besoin de vous expliquer ce qu'on a voulu dire. C'est que c'est physiquement qu'on a cette expérience-là. Et le retour d'expérience qu'on a, c'est que cette idée-là, elle marche totalement. C'est-à-dire que tous les matins, il y a 2-3 gamins là, qui vont se coller le nez contre les vitres. Alors c'est un inconvénient, c'est que ça augmente les frais de maintenance des vitrages, mais voilà, ils le vivent au quotidien. Les expériences pédagogiques autour du rythme des saisons, il est permanent. C'est-à-dire année après année, on a des thèmes sur la saisonnalité, sur les feuilles d'arbres, sur les choses comme ça. Enfin, ça devient un support pédagogique permanent de l'école. Voilà, et donc la contrainte du programme, c'est parce qu'on est sur un site inondable. Donc effectivement, ville la plus chaude de France, mais aussi une ville qui a en mémoire les inondations de 1988, et on est le long d'un de ces couloirs d'évacuation des eaux pluviales, où la ville avait été complètement submergée par les eaux, et donc on est dans un couloir, et donc il fallait non seulement rehausser l'école, on était limité par le PLU par une hauteur maximale, donc il fallait vraiment faire une galette serrée, mais il fallait avoir que des locaux à occupation non permanente en rez-de-chaussée, donc c'est-à-dire la salle polyvalente, la salle de motricité, les restaurants, les choses, voilà. Et tout le programme scolaire, lui, devait être à l'étage. Donc voilà, cette réponse-là, c'était vraiment d'avoir un bâtiment très très épais en partie haute, en porte-à-faux, donc très aérien, très léger, sur un rez-de-chaussée très peu construit, et avec un socle qui était lui plutôt lourd et construit en pierre du pont du Gard. L'autre, dans les grandes décisions aussi qui vous changent la vie et vous facilitent les conceptions et qui ont des impacts majeurs, c'est que, vous voyez, donc on avait cette parcelle végétalisée avec le petit parking là, qui était devant, et donc la grande décision du projet, ça a été de dire non, on tire le bâtiment sur la longueur totale pour pouvoir mettre la totalité des 5 classes sur la grande façade et face au sud. D'ailleurs, on avait un concurrent qui avait pris exactement le même plan que nous, il avait mis les salles de repos, la bibliothèque, les rasettes, exactement la même place que nous, mais il s'était limité sur ça, et donc ces classes, elles étaient dans l'autre sens. Et effectivement, ça change tout dans les possibilités de maximisation, d'exposition face au sud, et puis du coup, aussi de maximiser toutes les sous-faces, c'est-à-dire qu'on a rentré le parking sous la sous-face du bâtiment, on a rentré donc le préau sous le bâtiment. Enfin, on a essayé de caler un maximum de fonctions comme ça pour améliorer voilà, les qualités spatiales et de limiter notamment l'impact des surfaces revêtues. Dans les eaux de la palissade, vraiment, enfin, maintenant je ne me prive pas de le rappeler à chaque fois parce qu'on a quand même perdu un concours à Mandelieu, à Mandelieu-Napoule pour un pôle enfance, parce qu'on avait fait un bâtiment exposé tout au sud. Et comme ils considéraient que l'exposition sud était une mauvaise orientation, ils ont primé un projet qui était orienté est-ouest, totalement est-ouest. Ben, en tout cas, environnementalement, ça avait été la décision qui nous avait été donnée en qualité environnementale, et notamment un petit patio centre. Et donc on avait privilégié les jardins. Et le rapport des jardins et le projet lauréat avait un petit patio central qui était représenté en vert sur le concours et qui était en fait un sol souple, qui était vert, mais pas de végétation. Donc en tout cas, voilà, l'idée de se dire qu'on met les salles de classe, la totalité des salles de classe face au sud, le grand côté face à la vue. Donc, comme il a été dit tout à l'heure, toujours se protéger du soleil en été et profiter de l'ensoleillement en hiver, mais surtout en demi-saison, c'est surtout parce qu'effectivement les courbes sur les incidences solaires les plus favorables, c'est pas celles-là qui nous intéressent le plus, c'est surtout sur les incidences en fin de journée, début de journée, demi-saison, c'est celles-là qui sont les plus redoutables. Et donc une façade plus ouverte côté sud que côté nord, où on a donc tous les locaux d'appoint, les bibliothèques, les salles de repos, les salles informatiques, voilà, tous les locaux associés. Alors, sur la totalité des conforts, effectivement, sur le confort général dont parlait Robert tout à l'heure, donc le confort lumineux, c'est d'abord la vue sur les extérieurs, ce rapport intérieur-extérieur qu'on essaie toujours de faire disparaître.
où donc on a décomposé la façade, la partie des ouvrants, un petit peu selon les 3 modes dont parlait Le Corbusier, c'est-à-dire une fenêtre de vue, c'est-à-dire que quand vous avez un enfant qui fait 1 mètre de hauteur, il ne faut pas lui mettre une allèche, sinon vous lui cadrez que le ciel. Donc effectivement, on descend le vitrage au sol, c'est pas ce que préfèrent les thermiciens, mais là il y a de nouveau un compromis à trouver par rapport à d'autres exigences. On a une fenêtre au-dessus de ventilation, et puis dans la partie perforée, vous voyez là, donc on a des ouvrants de ventilation nocturne, dont le moteur et dont tous les mécanismes est protégé par ce panneau en bois qui a été perforé, voilà, et qui donc a servi à des tourelles de ventilation dans l'espace. Alors, sur le confort, c'est aussi l'important d'équilibrer la lumière dans la profondeur de la salle. C'est-à-dire qu'au fond de chaque classe, on a de nouveau un lanterneau d'éclairage génital. Vous voyez, quand on est en façade, on a des appoints comme ça en fond de salle qui permettent d'équilibrer la lumière sur la profondeur. Ça, c'est vraiment important sur la qualité, pour la fatigue visuelle, de ne pas avoir de contraste trop important. Donc confort lumineux, donc en lumière naturelle, en lumière artificielle. Donc on avait sur les lumières artificielles donc 2 types. Donc on a un éclairage circadien, c'est-à-dire qui se modifie au fur et à mesure de la journée, avec 2 tubes de couleurs différentes, un plus bleu et un plus jaune, et qui permet donc de suivre le rythme du corps avec des lumières plus froides le matin, au moment du réveil du corps, et qui chauffent et qui après se refroidissent. Sur le confort acoustique, donc on a des réseaux de solives bois serrés avec un fibralite, un matériau en fibre de bois et chaud qui est en plafond et qui font comme ça des grands caissons, des séries de caissons un peu comme les anciens plafonds à la française qui permettent d'avoir une correction acoustique satisfaisante pour une salle de classe. Voilà, on voit de nouveau donc un peu mieux l'apport lumineux en fond de classe, voilà, par cet élément-là de décollement de la toiture. Qui est très simple à faire. Et voilà. Alors ça, c'est vrai que le retour d'expérience, il est extrêmement valorisant, puisqu'en fait, on est dans un quartier relativement difficile, avec une très très grande mixité sociale, et donc on sait, comme c'est une reconstruction, on connaissait la population avant et on connaît la population aujourd'hui, et tous les retours des enseignants, c'est qu'ils nous disent que le temps de concentration des enfants a énormément augmenté, que le calme est plus grand, et qu'aujourd'hui, on chuchote un petit peu comme dans un musée. Voilà, que du coup, le calme, l'ambiance sonore a totalement changé, quoi. Alors sur les enveloppes thermiques, ben voilà, très évidemment performantes, hein, avec une étanchéité à l'air, avec effectivement 40 cm en toiture. Donc on voit les complexes avec les solives, le fibralite, le panneau, le caisson. Donc on est finalement en toiture chaude, c'est-à-dire que voilà, on a des caissons qui font la forme de pente et sur laquelle on a une membrane polyolefine dessus. Et puis donc forcément on avait l'impact d'un plancher qui était souvent à l'air libre. Mais finalement, il impacte assez peu dans le calcul thermique. Et puis, donc, des parois à ossature bois, des murs à ossature bois, surisolés par la fibre de bois à l'extérieur. Dans les autres conforts, évidemment, le confort hygrothermique. C'est là, voilà, ça c'est un autre des conforts qu'effectivement, on avait dans les bâtiments en pierre anciens, comme on en parle Jean-Luc, mais non isolés, parce qu'à partir du moment où vous mettez un isolant, vous fermez surtout les isolants avec les plaques de plâtre, qu'aujourd'hui, on arrive à restituer dans les murs à ossature bois avec des parois perspirante, avec la permanence à la vapeur d'eau, enfin tout le travail qu'a pu faire Gaujard sur les parois bois, qui a fait un peu progresser sur ces questions-là, qui a de nouveau un confort qu'on ressent physiquement. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas besoin de le mentaliser, c'est quelque chose qu'on ressent que, par rapport à un bâtiment en béton isolé en polystyrène et chauffage électrique, enfin voilà, qui était dans une barre des années 50, connaît cette différence physique et thermophysique du bâtiment. Et puis dans ce confort général, dans le confort mental, enfin, quelque chose qui est vraiment très important, alors qui est vraiment dans l'architecture, c'est se dire que l'espace doit être cartographique, c'est-à-dire qu'il doit avoir une espèce de lisibilité des séquences spatiales qui aide aussi l'utilisateur à accepter, à accueillir le bâtiment, et notamment quand vous avez 3 ans. Voilà, il ne suffit pas, c'est pas la peine quand vous avez 3 ans de vous expliquer où est le hall d'entrée, où est l'escalier pour monter à l'étage, où est la cour, parce que quand on voit dans la transparence, vous avez le préau qui est au fond, le lien entre le parking, la rampe qui monte du parking et puis le hall. Ben voilà, tout ça forme des transparences spatiales qui donnent à la fois la qualité d'usage, mais y compris la qualité de contrôle, puisqu'effectivement, on voit entre la cour et le parking, donc voilà, les problèmes d'incivilité par rapport aux voitures est réglé. Enfin voilà, c'est toujours des choses qui sont vraiment capitales dans les bâtiments.
Alors pourquoi on a réussi aussi cette performance? C'est qu'en fait on a un bâtiment qui à l'étage est très très épais, où la compacité est vraiment une des choses qui revient de façon récurrente, et donc parce qu'on a 24 mètres de façade à façade, avec 3 rangées de locaux, donc 2 en façade, un intérieur dans lequel on a tous les locaux techniques, on a tous les locaux de rangement, on a tous les sanitaires aussi des enfants qui sont éclairés par les décollements de toiture, et puis on a des circulations qui peuvent être assez surdimensionnées, mais qui de nouveau ont toujours dans la perspective des vues sur l'extérieur, des vues sur la lumière. Donc de nouveau, on s'oriente dans le bâtiment, on voit la lumière en fond de perspective. Voilà, c'est ça qui crée aussi ces histoires de confort, alors même qu'on a des hauteurs, si vous voulez, qui sont a priori peu confortable, puisque je vous ai dit qu'il a fallu comprimer, puisqu'on était limité par le PLU à 7 mètres toute hauteur, mais il a fallu remonter le bâtiment de 80 cm. Donc il restait plus des complexes de toiture qui font 80 cm à 1 mètre, hein, quand vous prenez toutes les formes de pente et tout, voilà, donc vous êtes impacté. Et donc on a des salles de classe qui font 2,80 m, et donc tous les réseaux de ventilation passent dans les couloirs et avec une hauteur de 2,26 m. Alors 2,26 m, c'est le moduleur, hein. Mais voilà, c'est des choses qui dimensionnellement sont acceptables quand vous êtes bien éclairé, que vous êtes avec des dimensions élargies, et qui, voilà, donc tout est une histoire de proportion, quoi. Voilà, sur les matériaux, on répond souvent en mixité, effectivement, puisqu'il n'y a pas de... c'est toujours l'idée de trouver le matériau à la bonne place. Donc effectivement, on avait beaucoup de porte-à-faux, avec une hauteur donc réduite, donc on ne pouvait pas empiler une poutre principale et puis ensuite un réseau secondaire, donc il a fallu mettre dans la même épaisseur la structure principale et la structure secondaire, vous voyez, des solives, et donc avec des grands porte-à-faux, donc l'acier s'est imposé pour cette raison-là, notamment sur les doubles porte-à-faux. Vous voyez, donc évidemment on a poussé le vis dans les angles en double porte-à-faux d'avoir un vitrage d'angle. On voit donc de nouveau, vous voyez, les sous-faces toutes bois, hein, parce que l'intérêt aussi dans une salle, c'est d'avoir le calme de cette sous-face bois, hein, qui apporte beaucoup de sérénité, qui traite l'acoustique, comme je le disais tout à l'heure, et sur lequel on valorise le plus facilement le matériau bois. Et puis, en partie basse, donc, on a donc la pierre monolithique du pont du Gard, hein, c'est ces grands blocs qu'on pose un petit peu à la façon d'Astérix Obélix, hein, juste en empilement, et qui est très économique à partir du moment où vous ne rajoutez pas de béton dedans. C'est-à-dire que si vous faites que des efforts verticaux, voilà, il suffit d'empiler des pierres, d'en couper une demi ici, de la remettre sur le lit suivant, et ça se pose très facilement, sans chute, sans perte, et vous avez des matériaux économiques. Alors ça, oui, ça, enfin, voilà, pour moi, ça c'est toujours l'histoire polémique sur lesquelles, qui suscite toujours polémique, mais enfin, pour moi aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative, hein, comme disait Madame Thatcher. On peut parler d'inertie, pas d'inertie, machin, mais enfin, aujourd'hui, dans le monde, okay, c'est le seul matériau de structure renouvelable. C'est-à-dire que même la terre, même la pierre, voilà, on épuise les ressources. Donc à un moment, il va bien quand même qu'on affronte ce problème-là de face, et pas se voiler la face, hein. Et à ma connaissance, il n'y a qu'un seul architecte mondialement connu qui défend cette position, c'est Kengo Kuma. Il fait des bâtiments un petit peu dans tous les matériaux, mais il a cette posture-là. Mais voilà, alors je sais que c'est polémique, parce que en France surtout, on est un pays de BTP et de grands groupes, on est des bétonneux, à Marseille aussi, à Euroméditerranée aussi, mais voilà, il y a un moment... il va bien falloir y passer. Donc, peut-être ce sera trop tard. Mais, pareil sur les matériaux donc, extérieurs, dont on a beaucoup parlé ce matin. Effectivement, comment on échappe à toutes les surfaces revêtues en enrobé, qui est un petit peu imbattable au niveau coût, sauf contre des matériaux naturels, contre un engazonnement. Donc ici, hop là, pardon. Donc là, on a eu des possibilités, puisque je vous disais qu'il y avait cette culture qui existait, qui était déjà une culture de courbe engazonnée, donc on l'a restituée. Vous voyez, donc voilà la différence de niveau par rapport au remblai qu'on a fait. Et puis il avait fallu gérer aussi beaucoup de bassins de rétention pluviale. Et donc en fait, dans la rehausse des arbres, en fait, sous le platelage bois, ici on a un grand bassin de stockage des eaux, en plus du bassin de l'anneau de rétention qui est ici. Donc il fallait vraiment stocker énormément d'eau. Et puis finalement, en enrobé, vous voyez, il n'y a que la partie qui est sous le préau qui a été faite en enrobé. Sur d'autres projets, notamment Corentin a beaucoup travaillé là sur d'autres matériaux alternatifs pour sortir de ça. Ça devient de plus en plus des sujets auprès de NOWAT dans la région Occitanie. Voilà, ça va être de plus en plus des sujets récurrents qu'il va falloir affronter.
Sur la carbone carte, donc, c'est toujours difficile de comparer par rapport aux consommations, parce que c'est par rapport à d'autres bâtiments types. Ce qui est intéressant en tout cas à voir, c'est que vous voyez l'impact de l'acier. Alors évidemment, on a très peu de béton, donc c'est très favorable tous les bâtiments ossature bois. Et vous voyez par contre l'impact de l'acier, de la structure principale en acier, c'est un tiers du total. Et puis surtout les écarts énormes en phase d'exploitation, et on sait que c'est là où il faut mettre l'effort, puisque finalement le rapport entre la maintenance et la phase construction, on sait on focalise trop souvent sur ces histoires-là et pas assez sur la durée de vie globale du bâtiment. Alors le livret d'accueil, évidemment, on en avait fait un. Le retour qu'on a, c'est qu'en fait, il a été lu une fois, qu'il n'est pas utilisé. Donc on va voir, peut-être on va le mettre effectivement en affichette permanente parce qu'on commence à voir maintenant des gens qui sont plus de la génération de phase de conception du projet, notamment la directrice qui a été remplacée et qui est partie à la retraite, donc qui est remplacée. Bon, sur les questions techniques, voilà, on est sur une pompe à chaleur qui est sur la nappe, puisqu'on a une grande partie de la ville de Nîmes est sur une nappe qui est à 16 degrés, donc sur un forage. On a un plancher chauffant rafraîchissant, basse température, qui sert de base, et la pointe du chauffage est réalisée sur l'air. Donc là, avec l'air, on arrive aussi, avec une batterie froide, à faire la pointe en chauffage ou en rafraîchissement. Et puis donc l'eau de forage est utilisée la plupart du temps par un bypass en utilisant uniquement la température de l'eau de la nappe, et ça suffit pour assurer le confort d'été. En gros, si vous voulez, voilà, l'idée c'est quand même qu'on utilise toute la masse d'eau extérieure de la nappe. Ça c'est quelque chose que j'aime bien dans l'idée du géocooling, quoi, en fait, voilà, sans utiliser la nappe. Alors, on a toujours le problème aussi de l'exploitation. Ouais. Sur l'exploitation, voilà, puisqu'en fait, l'exploitant qui fait la maintenance de 150 bâtiments à Nîmes gère tous les bâtiments de façon identique, avec une même consigne, une même température de consigne, une même date de consigne. Voilà, que ce soit un bâtiment performant ou une épave thermique, c'est la même. Donc, cette année, ils ont arrêté le chauffage, enfin, ils ont coupé la consigne de chauffage le 1er juin. Bon, je vais passer rapidement. Si vous avez des questions, je reviendrai sur le suivi, voilà, qui a été fait par Jean-Baptiste. On a eu, enfin, globalement, si vous voulez, les soucis qu'on a pu avoir, c'est plutôt en demi-saison. Donc, vous voyez, on a la triple fonction dont j'ai peu parlé. C'est-à-dire qu'on a donc la première protection climatique, c'est l'arbre. La deuxième, c'est l'architecture par les brises soleil métalliques. Et la troisième, c'est par les brises soleil orientables. Ici, il n'y en a pas, puisqu'en fait, jamais l'incidence solaire ne vient sur cette fenêtre-là. Donc, effectivement, il faut pouvoir moduler. Voilà. Et en fait, on a plutôt des problèmes en demi-saison. C'est-à-dire quand le plancher chauffant est encore en route, même s'il ne fait que la pointe, effectivement, quand la charge interne des enfants vient et qu'on a des journées ensoleillées ou du coup avec des nuits fraîches, le plancher chauffant est en route avec l'inertie. Voilà. Donc, c'est plutôt février-mars où finalement on commence à avoir des problèmes de surchauffe. Dès qu'on utilise l'eau de la nappe pour rafraîchir, on est bon, quoi. Et une nouvelle fois, c'est vrai que moi on a fait ce chantier pendant aussi une époque caniculaire, et je me souviens qu'au mois de juillet, c'était donc juillet 2010, je crois, ou 2011, l'enveloppe on avait le clos couvert, l'enveloppe fermée, et il faisait 36, 38 dehors, et on rentrait dans le bâtiment sans aucun équipement, et on voyait qu'il faisait bon, donc on s'est dit, voilà, ça c'est déjà gagné, quoi. C'était... Bon. Voilà, le problème de vitesse d'air aussi, par contre. Voilà, enfin, on commentera ça peut-être après. Allez, ouais. Donc, merci beaucoup Stéphane pour ce bâtiment également très pédagogique et dont vous voyez l'incarnation par les architectes. C'est le point commun, s'il fallait tirer un point commun entre les différents projets. Vous avez vu le taf de l'archi, vous avez vu à quel point ils sont, et il faut qu'ils restent le point central, le point focus, le maître d'œuvre en chef, le chef d'orchestre, le médecin généraliste, en fait tout ce qu'on veut au niveau des parallèles que j'utilise dans ma pédagogie, vers lequel convergent effectivement tous les périphériques, les thermiciens, les énergéticiens, les ingénieurs structures, les acousticiens, les économistes, etc. Donc voilà, ça veut dire qu'il faut qu'ils s'investissent et qu'ils maîtrisent. Là, vous avez 3 archis qui... Alors, Thierry l'a dit, c'était ses débuts, mais maintenant il a avancé.
Jean-Luc et Stéphane, ça fait longtemps qu'ils bossent sur ce qu'on appelle le bioclimatisme généralisé, c'est-à-dire les bâtiments durables. Ça, c'est le temps de parole, pardon. Donc, ça, c'est un point, à mon avis, important. À la fois, l'architecte chef d'orchestre est conscient aussi qu'autour de lui, il a une équipe qui va solliciter, avec des ingénieurs qui essaient d'être ingénieux et non pas des vérificateurs réglementaires. Alors, vous avez vu qu'on a traversé un certain nombre de points consensuels, un certain nombre de points polémiques sur l'histoire du confort d'été. Et alors, si on utilise les points forts stratégiques conceptuels, dans le confort d'été, on parle de protection solaire, on parle de ventilation, on parle d'inertie. Après, on parle aussi d'éléments plus sociaux, c'est-à-dire l'intervention d'occupants. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les aspects conceptuels, je veux dire, c'est l'espèce de fondation du confort d'été, c'est la stratégie de protection solaire. Tout le monde est d'accord pour dire que ça ne suffit pas forcément pour faire un bâtiment très 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 bon d'être bon en protection solaire, mais c'est une espèce de base, de passage sine qua non, après on devient mauvais. Après, effectivement, devient la polémique, ou pas la polémique d'ailleurs, la précision des choses, l'adaptation des choses au cas par cas, c'est la thématique par exemple de l'inertie. Sachant qu'un bâtiment, il n'a pas zéro inertie ou une grande inertie, il a souvent une inertie intermédiaire, avec tout aussi faux les deux concepts qui disent avec du bois, point de salut, et de l'autre côté, il faut absolument du béton ou de la pierre. Non, moi j'ai appris auprès d'un certain nombre de grands maîtres américains quand je bossais là-bas que l'inertie, c'est d'abord la surface exposée. Et donc un matériau à inertie moyenne, qui s'appelle le bois, s'il a une grande surface d'échange, il peut avoir une inertie correcte au niveau du bâtiment, etc. C'est compliqué, il y a de l'inertie dans les isolants, etc. Donc c'est un thème qui est un peu plus polémique que le thème de la protection solaire, le troisième étant donc le thème de la ventilation qui souvent nécessite technique ou intervention humaine. Mais tout ça pour revenir à notre thème aujourd'hui, la protection solaire c'est un thème consensuel et évidemment encore plus consensuel, encore plus évident, la protection solaire végétale, parce qu'en plus d'avoir des impacts directs en termes de protection solaire, facteur solaire, hein, on est sous une toile, il y a un facteur solaire de 0,1, on est sous un arbre, il y a un facteur solaire de 0,1, sauf que l'arbre en plus, il fait de l'évapotranspiration, qui est mal pris en compte dans des modèles de simulation. Il stocke du carbone, il est beau, il reçoit souvent il fait des contre-bruits parce que les oiseaux le vendent dans les arbres, etc. Donc ça, c'est pour revenir aux fondamentaux. Alors, je vous avoue que très personnellement, si j'avais pensé il y a 40 ans, quand j'ai commencé à faire ce métier-là, plein de diplômes, que je serais là dans une conférence 40 ans plus tard en disant que le plus important, c'est de planter des arbres, je me dirais, putain, franchement, voilà, on aurait pu y penser avant, mais c'est mieux d'y penser maintenant que dans 40 ans, on ne sera pas là pour vous le dire. Donc moi, on va prendre quelques questions, il y en a une assez intéressante. Remercier ceux qui ont eu le courage de venir avec nous pendant tout ce temps-là. Donc remercier tout particulièrement tous les intervenants qui vous ont montré leur engagement. Bon, j'ai tendance à dire qu'on avance, même si on n'avance pas aussi rapide que ce qu'on voudrait le voir quand on a justement le recul de cette longue pratique professionnelle, n'est-ce pas Jean-Luc, les bâtiments bioclimatiques, fin des années 70, début des années 80. Donc il y a une question ici, après vous venez en d'autres dans la salle. Combien on a, grand chef, du temps? On aura combien? On a c'est les questions, mais combien on a pour finir 10 minutes, un quart d'heure? Allez, donc première question. Donc motivation, c'est une seule question, je vois, par rapport à l'écriture. Donc motivation de vos maîtres d'ouvrage respectifs à s'engager sur des projets BDM, donc des marches ou BDO, bâtiments durables occitanien. Plus quels sont les bénéfices autres, notamment les bénéfices valorisables en euros. Donc là, il y a une notion de coût global. Alors là, je parle trop, mais j'aurais bien envie de vous parler du coût global. Et puis donc les surcoûts OPEX ou CAPEX, donc par rapport à des projets classiques. La question, elle vient de qui? Et elle s'adresse à qui particulièrement? Un des projets? Oui. Ben, qui serait ici? D'accord. Alors allez-y. Donc comment vous voulez répondre à cette question? Voilà, enfin, moi j'ai un petit peu répondu par rapport à la ville de Nîmes qui était vraiment foncièrement intéressée. Après effectivement il y a cette histoire de coût global qui est vraiment, qui devient vraiment un petit peu le nerf de la guerre, parce qu'effectivement on sait que le coût de la construction impacte quand même relativement peu l'ensemble des points. Et puis avant tout, il y a aussi la valeur pédagogique des bâtiments. Enfin, je ne sais pas si vous avez regardé le petit film d'introduction de Bâtifrais sur YouTube. Là, effectivement, un des intervenants précisait que, voilà, avant tout,
ça servait de modèle pour les utilisateurs. Hein. Et alors effectivement, faire des écoles pour ça, on peut espérer qu'on crée une nouvelle génération et qu'ils vont prendre plaisir et qu'ils vont après, voilà, et que du coup ils vont penser différemment et que c'est cette valeur-là qui est peut-être le moins monnayable possible, mais qui a le plus de valeur, quoi. Moi, je vais peut-être vous décevoir, mais moi, c'est une consultation donc standard dans laquelle il était demandé un niveau HQE, c'était comme ça que c'était formulé, il n'y a aucune allusion. Alors c'était en demi, remarque que ça existait déjà bien sûr, mais il n'y avait aucune allusion au profil BDM. Les ambitions programmatiques étaient quand même fortes, mais manifestement le client avait embauché un AMO qui lui avait fait un programme technique détaillé qu'il n'avait sûrement pas lu, donc il n'est pas vraiment convaincu, au point que sur la seconde phase là, qui est liée à un concours qui s'est passé à côté, pas loin, l'ambition environnementale est bien moins importante que lors de la première phase. Autrement dit, si je devais suivre les injonctions du maître d'ouvrage, j'en ferais moins sur la seconde phase que sur la première phase. C'est vous dire à quel point on est en plein paradoxe. Et donc là, c'est un des points faibles de ce projet qui n'a pas été, comment dire, le maître d'ouvrage, bon, il nous a suivis, mais par contre, il n'a jamais mobilisé les exploitants, les utilisateurs, de telle sorte que on ne sait rien ou très peu de choses sur ce bâtiment. On a juste le retour de la MOHQE qui est venu 2 ans après relever les compteurs et bon, voilà, et de manière très... il avait passé une demi-journée dans le bâtiment, quoi. Alors que tous les documents sont enregistrés, enfin bon, il faudrait les exploiter. Oui, c'était moi qui ai dit ça en fait en préambule, parce qu'effectivement, je suis convaincu que, c'est ce que tu disais Robert sur les nouvelles générations, elles sont déjà sensibilisées, mais c'est à nous en tant qu'acteurs aussi de les sensibiliser par les bâtiments dans lesquels on les fait grandir. Donc c'est la meilleure des éducations que d'être sensibilisé et à l'architecture, parce que ça c'est notre credo, et aux bâtiments durables, faiblement énergivores. Je pense que la question elle est très bonne et elle rebondit sur ce que je disais tout à l'heure et que je n'ai pas développé, qui est la chaîne humaine. C'est-à-dire que effectivement, c'est d'abord le maître d'ouvrage qui insuffle la bonne direction. Donc je ne suis pas certain qu'on puisse parler de retour sur investissement ou qu'on puisse quantifier les retombées positives, parce qu'on parle d'abord de conviction. C'est-à-dire qu'on inscrit ou pas son bâtiment ou son opération dans une démarche vertueuse, non pas, je pense, pour gagner de l'argent ou pour savoir si on va dépenser plus que les autres ou moins, c'est d'abord parce qu'on a la conviction intime que c'est ce qu'il faut faire pour la planète. Donc c'est d'abord le maître d'ouvrage, il a une conviction, il le finance, et effectivement, à partir du moment où il a la conviction, il va mettre en place une chaîne vertueuse de A à Z. Il va d'abord définir ses besoins, il va les définir techniquement, il va ensuite les traduire dans un programme. Il va, si tout se passe bien, le mettre entre les mains d'un assistant à maîtrise d'ouvrage qui est compétent. C'est pour ça que Gabriel va pouvoir répondre. Et ensuite, ce programme, il le fournit à un maître d'œuvre, une équipe de co-traitants, qui va le développer techniquement et qui va le concevoir pour le mettre entre les mains d'une liste d'entreprises qui adhèrent à cette conviction du maître d'ouvrage pour aller jusqu'à l'aboutissement final du bâtiment, qui sera ensuite suivi dans l'exploitation. Donc, nous, effectivement, pour cette question-là, le maître d'ouvrage était convaincu, puisque c'était la région sud. Il avait travaillé en amont dessus. Il a fait partie des premiers acteurs à rentrer dans la démarche BDM. Donc, je crois que vous travaillez aujourd'hui sur les retours positifs ou négatifs de ces opérations. Tu pourras peut-être nous en parler. Je pense que c'est toi qui as la réponse, en fait. Oui, effectivement, l'association Envirobat BDM va faire un travail un peu de synthèse de bâtiments un peu plus loin que 3 ans après 2 ou 3 ans de fonctionnement. Donc il y aura certainement des retours complémentaires. Il y a aussi un travail qui est fait sur le coût global, une volonté d'affiner toutes les données que l'on capitalise à travers le centre de ressources et tous les projets qui sont listés. S'il y a un argument à donner à un maître d'ouvrage, la meilleure façon de convaincre un maître d'ouvrage, c'est d'aller lui faire visiter un bâtiment, de lui faire rencontrer un autre maître d'ouvrage qui est content. C'est la meilleure façon de faire. Et de dire après, s'il y a un petit peu des aides et des financements, ça en rajoute un petit peu. Comme aujourd'hui on ne finance que les projets qui sont exemplaires, ça tire forcément vers le haut. Et puis après, vous avez une réalité économique, des projets. Des fois, on veut très bien faire. Je vois Elisabeth qui est en face de moi, qui a fait un très beau gymnase avec lequel on avait poussé un certain nombre de choses. Et puis une réalité économique qui nous coupe un peu l'herbe sous le pied. Ça n'en fera pas pour autant un
mauvais gymnase. Ça en fera un gymnase peut-être un peu moins vertueux, mais qui sera tout aussi pertinent. Mais c'est vrai que là, il y a une réalité économique d'investissement des maîtres d'ouvrage publics aujourd'hui, qui n'est pas la même de partout, en plus, selon les territoires, et qui fait que certains portent très loin, au plus loin qu'ils peuvent, des projets. Le gymnase de Costebelle, pour exemple, n'a pas atteint le budget prévisionnel. Mais c'est une histoire aussi de contexte, de conjoncture, de moment de l'appel d'offres où les entreprises, les projets bois sortaient moins cher. Aujourd'hui, tous les projets qu'on a sortis en bois ont tous explosé. Est-ce qu'il y a une vérité sur le vrai prix? J'en sais rien. Qu'est-ce que vaut le bâtiment public durable? Et que vaut la durabilité? Et que vaut l'architecture pour 100 ans et pas pour 25 ans dans le coût global? J'en sais rien. Moi, j'ai pas la réponse. Tout ce que je peux dire, c'est que si vous voulez vraiment convaincre quelqu'un de faire du vertueux, il faut faire sortir les gens de leur bureau et leur faire rencontrer d'autres maîtres d'ouvrage qui en parlent d'eux-mêmes le mieux. Merci Gabi. Sujet important, je propose d'ailleurs que peut-être l'année prochaine, le Bâtifrais soit sur architecture durable et coût global. Je ne sais pas ceux qui ont touché cette thématique-là. Nous, on est en train d'essayer de monter un cours sur le coût global à l'école d'archi. Il y a énormément de choses à trouver, à la fois dans les coûts architecturaux supprimés, maîtrisés. J'enlève 4 places de parking. Sur 50 ans, je gagne des dizaines de milliers d'euros, etc. Au-delà des aspects purement énergétiques, on pense souvent maîtrise du coût global par la maîtrise des dépenses d'énergie. Non, beaucoup plus important que la dépense des maîtrises d'énergie, il y a la dépense de la maintenance des systèmes énergétiques, etc. etc. C'est un thème passionnant. Quand on y rajoute des externalités sociales et écologiques, c'est absolument fabuleux. C'est un thème très, très intéressant. Tout ça pour dire qu'il y a une dernière question qu'on ne va pas pouvoir développer, auquel on va répondre quand on va manger ensemble s'il reste à manger. C'était plutôt une question qui est liée à une autre thématique qui est absolument passionnante et qui fait faire monter dans les écoles d'archi et dans les préoccupations sur lesquelles on est un peu léger, on devient de plus en plus meilleur sur le biosourcé. Mais la troisième thématique qui est le biodiversifiant, on n'est pas très très bon et du coup on a besoin de paysagistes et d'écologues. Il manque vraiment des écologues, des Michel Reynaud et des autres gens comme ça. Et la question c'était l'utilisation du verre, grande surface vitrée, pas bon pour la vie faune. Effectivement, on a tous eu dans nos bâtiments bioclimatiques, et là je vois qu'il y a encore un historique, Frédéric Nicolas, que je salue de toute mon amitié, parfois des oiseaux qui se fracassent, donc il faut y penser. Alors aujourd'hui c'est bien, c'est qu'on arrive à faire des bâtiments bioclimatiques passifs, avec beaucoup moins de surface vitrée, parce qu'on est beaucoup plus performant au niveau thermique. Et puis une autre thématique que j'ai entendue aussi récemment, donc tout ce qui est restauration et disparition des gîtes pour les cavernicoles. J'imagine que les cavernicoles, c'est les chauves-souris, c'est aussi les hirondelles ou pas? Si? Les martinets noirs. Et donc là aussi, moi j'ai des beaux exemples d'archi qui se mettent à faire ça pour garder les supports cantirénaux, voire même pour faire des sous-toitures au niveau de la rive, là, des endroits où ils vont pouvoir venir nicher. Donc c'est une thématique absolument essentielle, importante. Et ça veut dire du coup que parfois on peut avoir dans notre projet architectural un consultant LPO, quoi. Donc j'insiste beaucoup. Voilà. Oui. Merci. Donc ça veut dire que pour l'année prochaine, il y a 2 thèmes possibles, bâtiment durable et biodiversité, et bâtiment durable et coût global. Vous voyez, en fait, on pense qu'on est loin, mais c'est pas vrai. Les oiseaux, ils ont un prix écologiquement positif aussi, sachez-le. Merci de votre attention. Merci à tous.